d'être présente et présent, même si à cruelle distance les unes et les uns des autres. Merci à Rosen d'organiser avec la belle constance que nous lui connaissons cet ambitieux cycle de conférences. L'objet de la mienne, de celle que je propose ô combien modestement à partir de maintenant, en guise d'intellectuel vespéral et estival apéritif en quelque sorte, est consacrée à la pente de l'espèce, ce que le philosophe Roger Caillois nomme Bellone ou la pente de la guerre. Et mon idée est de frotter en quelque sorte, en bricolant avec vous, en suivant le plan que je vais présenter tout de suite, de frotter cette réalité totale, la guerre, cette espèce de parangon quintessentiel de la façon d'être français au XXe siècle en tout cas, de frotter cette réalité-là avec la manière dont on peut en faire l'histoire, la manière dont la mémoire s'en saisit, certainement en gauchissant certains de ces aspects, et la façon aussi dont on peut en faire un objet d'enseignement dans nos classes ou dans les classes, parce que nous ne sommes pas toutes et tous toujours déjà enseignants, bien évidemment, dans le pré-bac ou dans le post-bac. Voilà. C'est pour ça que j'ai un petit peu pompeusement surtitré cette intervention Mnémosyne, la muse, vous savez, de la mémoire, qui est la mère de Clio, qui vient donc après en termes de génération, et Arès, le dieu de la guerre des anciens Grecs, une généalogie complexe, ou de façon un peu plus triviale, la guerre, un objet d'histoire, des enjeux de mémoire et des questions d'enseignement. Une précision d'emblée, je tiens à la disposition de qui est intéressé éventuellement, la quasi-intégralité de mon topo au format numérique écrit. Voilà. Donc, si vous peinez à prendre des notes, n'avez pas envie d'en prendre, vous voulez recycler ça pour tel ou tel usage dans les semaines, mois et siècles qui viennent, aucune hésitation, je vous transfère ça aisément. Alors, je propose 3 temps que je parcours rapidement là. Le premier, le plus long, sera consacré à la réponse circonstanciée dans une perspective cavalière, évidemment un peu rapide, à cette question. La guerre est-elle un objet d'histoire obsessionnel du point de vue français? Je le ferai en me confiant à la protection de Georges Clemenceau et en connaît pire patronage. Un deuxième temps, je vais vite en espérant que vous n'avez pas la nausée, un deuxième temps sondera les rapports conflictuels entre Clio et Mnémosyne autour de la guerre. Alors, pas singulièrement la guerre dans les Alpes il y a 80 ans, bien entendu, on va élargir et un petit peu marcher sur d'autres territoires d'affrontements militaires et guerriers, mais comment histoire et mémoire font avec cet objet-là qui est par essence conflictuel. Un troisième temps essaiera de sonder, de poser quelques jalons et quelques balises pour déterminer quelle concurrence s'organise jusqu'à nos jours peut-être autour de ce passé belligène-là, jusqu'à nos jours, parce que je suis frappé depuis toujours, c'est pour ça que je fais de cette question la question majeure de mon enseignement et de mes humbles et modestes recherches, je suis frappé de la portée de la guerre jusque dans notre actualité la plus contemporaine. Et je fais là un clin d'œil à peine appuyé au discours du chef de l'exécutif actuel quand il a déclaré la nation non seulement unie et en guerre contre un virus dont on sait pourtant qu'il n'a pas d'intentionnalité politique. Donc cet usage-là, jusqu'à nos jours. Et un dernier temps, peut-être plus court, parce que nous arrivons là en fin de longues journées de cours pour beaucoup d'entre nous, qui essaiera de positionner quelques pistes autour de l'enseignement de ces questions-là. Ce sera le temps 4. Voilà. Donc, on a vu ça avec, on s'est mis d'accord avec Rosen, mais nous sommes souvent d'accord, voire toujours avec Rosen. Je propose de prendre la parole pour 1 heure et quelques, et puis ensuite de discuter de plein pied avec vous en répondant à des questions, des interpellations, en essayant d'argumenter. Si ce préambule vous va, et si vous voyez bien tout ça, eh bien, je débute avec ce que j'appelle l'équation de René Char. Alors, René Char, je ne le présente pas. Tout le monde est admiratif de son verbe puissant. Tout le monde connaît son engagement dans la résistance. Lui qui versifiait tout en tenant une stène dans la main sur les pentes de la montagne Sainte-Victoire, sous le nom de capitaine Alexandre. Et je place mon topo, mon introduction, sous forme d'équation, dans la forme mathématique la plus simple, c'est-à-dire une addition, sous sa protection. 20e siècle, l'homme fut au plus bas.
nous savons toutes et tous, nous sommes toutes et tous nés au XXe siècle. Le XXe siècle est un siècle belligène. Plus, deuxième segment de cette addition, face à tout cela, un Colt, promesse de soleil levant. La résistance, y compris armée, au déferlement du pire, du mal radical, das Radikal Böse. Plus, un troisième terme, Martin de Reillanne, un de ses combattants, nous appelle les catimini, les résistants, qui sont peut-être mes préférés parmi les combattants du XXe siècle, chacun ses préférences. Les résistants sont en catimini, ils sont minoritaires. Ils sont 1% du corps social de la nation en France, entre 40 et 44. Et si l'on additionne, ce que je vous propose, c'est un petit jeu intellectuel, donc j'espère qu'il vous stimulera. Si l'on additionne ces trois termes-là, ça donne la somme suivante. Toujours René Char qui s'exprime. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Entendre ce dont nous héritons, le legs de cette période-là, de ce XXe siècle guerrier, nous ne savons pas comment faire avec. Nous n'en possédons pas le mode d'emploi. Et donc, nous sommes les usufruitiers d'un passé belligène qu'il faut apprendre à connaître par le biais, je crois, de l'histoire, dont il faut comprendre à saisir les débordements mémoriels et dont il faut savoir reconnaître parfois les débordements. J'y viendrai en fin de topo. Je pose une question. De quelle manière la monoculture républicaine, c'est ainsi que Jean-François Sirinelli caractérise le système sociopolitique français contemporain, de quelle manière la monoculture républicaine française affronte-t-elle la modernité au sens justement où elle fait défaire les masses, idéologie, industrie, révolution, république, résistance sur les Français au XXe siècle. Je vous propose un premier temps, allez, une petite demi-heure. La guerre est-elle un objet d'histoire obsessionnelle? On pourrait aller vite en répondant oui. Voilà, et s'en tenir là. Mais essayons de faire une démonstration. Essayons de comprendre ce qu'est l'art français de la guerre, pour reprendre le titre du beau roman d'Alexis Jeuny il y a quelques années. Je pense qu'on peut le saisir si on se fie à Clémenceau. Je pense que Clémenceau a 3 fois raison. Quand il disait, il y a 100 ans et un peu plus, qu'il est bien plus facile de faire la guerre que de faire la paix, il attirait l'attention de toutes et tous sur le militarisme, dans sa spécificité purement française. J'en vois plusieurs exemples. Je les donne maintenant. Cette histoire de militarisme, c'est-à-dire de donner une surimportance dans les champs d'action des pouvoirs publics à l'aspect militaire, au fait que cet aspect-là va agir en effet retour sur la sphère civile. C'est toute la thèse de Nicolas Rousselier, par exemple, dans La force de gouverner, que tout le monde connaît, je pense, ou que tout le monde connaîtra et lira à partir de ce soir. Si l'on pose cela en préambule, on constate que depuis le Second Empire jusqu'à nos jours, la guerre, la façon de la mener est majeure. Tout d'abord, c'est le grand A. Alors, je suis à un plan un peu de cours, après tout, mais ça là nous donne au moins un point commun pour une future discussion. Le Second Empire est le régime militariste par excellence. Pourquoi? Pour 3 raisons. D'abord, il est de nouveau ambitieux au plan militaire. Après la purge imposée par le Congrès de Vienne en 1815, l'interdiction faite par la Sainte Alliance et le Congrès, le Concert des Nations à la France de déborder militairement au-delà de ses frontières, on sait le danger depuis les guerres de la Révolution suivies des guerres napoléoniennes, la France n'est plus active, ni sur le plan diplomatique, ni sur le plan guerrier. Mais Napoléon III, ou Napoléon le Petit, chacun ses préférences politiques, déploie une nouvelle ambition. Et ses champs d'action, on les connaît. L'Italie, voilà. Le Mexique, ça s'est mal passé, et la Crimée. Et j'enchaîne, et ça ce n'est pas inédit, mais c'est un retour des ambitions diplomatiques et de leur déclinaison militaire sur la scène mondiale jusqu'au Mexique, qui signale de nouveau l'ambition française. Je vais tout de suite au petit 2. Elle s'incarne surtout, vous savez bien, en Crimée, autour de la querelle des lieux saints, de la manière de borner les ambitions de la Russie, et c'est une guerre très intéressante, pour 3 raisons. D'abord, elle aussi est une guerre au loin, comme le dit Sylvain Avenner, que nous saluons ici. Une guerre au loin, mais qui pour la première fois est médiatisée en France. Médiatisée, je veux dire, elle est rendue publique via la photographie dans les journaux. C'est la première guerre
que l'on suit à coup de reportages de reporters de guerre qui, sur place, envoient des chroniques journalières et quotidiennement des photographies, s'inspirant à ce moment-là de ce qui se fait à peu près dans la même zone chronologique, dans le même créneau temporel à la même époque, c'est-à-dire durant la Civil War états-unienne. Donc, une guerre au loin, plus une guerre médiatisée, plus une guerre victorieuse, et c'est pas si souvent le cas du côté français à l'époque contemporaine. C'est une triple singularité, plus une guerre également extrêmement coûteuse en vie humaine, on le sait que trop peu, 95 000 morts et 2/3 de maladies pour une guerre dont on ne mesure pas en France et l'importance géopolitique et dont on a de nos jours absolument complètement perdu le souvenir public, ce qu'on appelle la mémoire. Voilà. Lequel de nos étudiants, laquelle de nos élèves pourrait citer sans se tromper Sébastopol, la défaite de l'Alma, la tour de Malakoff et le duc Patrice de Magenta, duc de MacMahon. Donc ces circonstances nouvelles-là, une guerre au loin, une guerre médiatisée et une guerre victorieuse, lancent l'épisode militarisme. Jusqu'à ce temps, que j'intitule une matrice. Une matrice de quoi? Une matrice de cette façon dont la France fonctionne avec l'objet guerre. Une guerre est suivie de combats, elle est parfois suivie de défaites et on change de régime politique. Ce paradigme, là, ce modèle, ce système français qui fait qu'à la suite d'une défaite militaire, on remette tout en cause et qu'on change de régime, au sens constitutionnel, s'entend. D'autant le régime au mieux d'une nouvelle constitution, au pire changeant sa nature, on ne le trouve pas à l'œuvre dans d'autres pays comparables à la France. Premier point important pour poser une base elle aussi, je pense, fondamentale. Alors, déclinaison chronologique dans le grand B, et je vous demande de m'excuser si j'enfonce des portes ouvertes, mais pourquoi pas après tout, hein, c'est plus facile que des portes fermées. La première, Troisième République, c'est-à-dire 70-14, elle aussi est intéressante à connaître. Pourquoi? Parce que elle débute avec Gambetta et ce que j'intitule, ce que j'appelle, ce que je dénomme le syndrome de Tours. Gambetta est celui qu'on a surnommé justement le dictateur de Tours. Pourquoi? Parce que il est extrêmement attentif, à tisser, une fois qu'il a quitté Paris en ballon, qui se réfugie à Tours, à retisser une atmosphère de guerre patriotique. Je le cite là, j'ouvre donc des guillemets de révérence et de référence. Des armes, je le cite dans son discours du Mans. Des armes, je vous les donnerai, et avec de l'énergie et du patriotisme, nous sauverons la France. Alors, la Troisième République s'ouvre sur un recommencement, pas uniquement sur le mode du mimétisme mémoriel, dans l'action, un recommencement de Valmy. Voilà. Et ce segment-là d'une guerre patriotique, la levée en masse, les appelés, la Marseillaise, etc., joue très fortement, et ma thèse est la suivante, jusque de nos jours, les appels à la mobilisation, la rhétorique guerrière, le lexique facilement virilo-machiste, la manière de décréter, à la différence d'autres traditions, d'autres pays comparables à la France, de décréter la mobilisation générale dans des domaines pourtant civils ou sanitaires ou économiques, que sais-je. C'est français. C'est français. Ça fonde une légende contemporaine, arrimée à la Révolution, à la levée en masse de 92. Gambetta le fait depuis Tours. Autre spécificité française dans la guerre, les épisodes de guerre civile. Alors on en a en tête depuis contemporain, 43-44, des Glières au Vercors en passant par les vallées et les villes françaises, c'est la guerre civile entre l'État de Vichy en phase de milicianisation, si j'ose dire, et la résistance en phase d'unification. Mais l'épisode de guerre civile qui marque la mémoire nationale très en profondeur, c'est celui de la Commune de Paris. Paris, Lyon, Marseille, mais celle de Paris, bien évidemment. Alors pas la peine là de vous faire une leçon d'histoire, c'est pas le but, mais il faut l'avoir en tête, notamment le bilan de la semaine sanglante du 22 au 28 mars. Alors qu'on a souvent surévalué les vieilles études de Rougerie, le surévalué, les études plus récentes de l'historien anglo-saxon Robert Stomps
diminue ce bilan-là, mais on établira ce bilan aux alentours de 10 000 morts, ce qui n'est pas rien. On se rappelle aussi que c'est une guerre civile entre Français qui campent face à face de manière irréductible, c'est-à-dire opposés, deux camps, donc qui pourrait dire ici qu'ils sont vraiment rassemblés de nos jours, c'est-à-dire la France des paysans versaillais qui veulent la paix pour revenir à leurs travaux et aux jours quotidiens, à celle des villes en phase d'industrialisation, de prolétarisation, qui ne veulent pas rendre les cadeaux achetés avec l'argent du peuple parisien. Ces deux France-là, face à face, Versailles et Paris, qui peut dire qu'elles sont vraiment réconciliées jusqu'à nos jours. Et puis un troisième point, c'est ce que Patrick Cabanel et Pierre Laborie, mon maître, montrent très bien quand ils parlent d'une défaite qui vaut mieux qu'une victoire. Parce que cette défaite-là de la République en 70 dans le sang de la Commune permet aux républicains opportunistes de penser pendant 10 ans à penser justement à un programme un peu plus appréciable, un peu plus opportuniste, un peu plus tolérable, à commencer la conquête républicaine. Guerre patriotique, guerre civile, guerre coloniale. Voilà, c'est mon programme de cas l'année prochaine. Guerre coloniale. Ferry est bien entendu l'inventeur de l'école publique de la République, des 3 grandes lois de 80-82, mais Ferry, c'est Ferry le Tonkinois. Voilà. Et il faut voir comment Clemenceau lui fait savoir. C'est Ferry le Tonkinois, c'est Ferry de Langson, c'est Ferry de la conquête du Tonkin, de la Nam, de la Cochinchine, de l'attaque de la Chine de l'époque, de l'Union indochinoise 86-87. Il y a une vraie continuité sur laquelle je ne m'arrête pas, c'est un sujet en soi. Une vraie continuité de Langson jusqu'à la compétition avec l'Allemagne pour savoir à qui ira le royaume chérifien, la protection du royaume du Maroc. Donc, vous voyez, ce ne sont pas les mêmes guerres. Voilà. Ce qui compte là, c'est la nature de l'épithète qui les qualifie. Voilà. Patriotique, civil, colonial. Il y aurait là un travail de comparaison. Évidemment, quand on compare en histoire, c'est pour marquer les différences. Une comparaison n'est pas raison, et encore moins si on cherche à la mener sur le mode de l'analogie. Donc une guerre patriotique pour libérer la patrie de la présence des Prussiens pour devenir allemands, unanimité ou pas loin. Une guerre civile, par définition, c'est l'inverse. Et une guerre de conquête coloniale, je ne fais pas de dessin, si je veux dire. Troisième temps chronologique, pour finir ce premier temps, la seconde, troisième république, c'est-à-dire celle du XXe siècle. Eh bien, là aussi, rapide commentaire. Pensons-y toujours, n'en parlons jamais. C'est l'aphorisme, une nouvelle fois, de Gambetta, qui définit bien l'horizon d'obsession de la politique de l'État et l'horizon culturel de la névrose des Français. Pensons-y toujours à reprendre les 3 départements d'Alsace, Moselle, qui sont occupés par la Prusse devenue Allemagne avec le traité de Francfort. Pensons-y toujours. C'est un commandement étatique. N'en parlons jamais, ça fait trop mal. Et que toute notre énergie soit mobilisée pour reprendre un jour prochain, mais quand, à quels frais, comment, ces 3 départements-là. Sur les belles cartes des géographes de la Troisième République, les Vidal de la Blache, les Marton et consorts, ces cartes-là été colorées en mauve, la couleur du deuil pour les catholiques. Ça va durer une génération, ça. La même génération des jeunes Français qui vont à l'école. L'école antichambre de l'armée, comme l'écrit Jean-François Chamet. Et qui vont donc être formés à l'école, à un jour passer à l'acte, pour reprendre Manu Militari, ces départements-là. Sans en être joyeux pour autant, je vais revenir tout à l'heure là-dessus pour tordre le cou à un vieux mythe qui mérite qu'on lui torde le cou. Deuxième petit développement de 2 minutes là aussi, après la guerre de revanche, l'obsession donc, la guerre totale. Stéphane Audouin-Rousseau le prouve. L'idée que la guerre déborde la sphère des combattants, des professionnels, ceux qui sont régis par les lois de la guerre, qui sont codifiées, les conventions de La Haye, etc. Pas la guerre n'importe comment. La guerre, et pour les historiens de l'Antiquité le savent bien, et de la plus belle Antiquité, l'Antiquité grecque. J'ai mis Arès tout à l'heure en avant tout à l'heure dans la présentation de mon petit topo. Savent bien que la guerre, c'est tout sauf une transgression. C'est l'inverse de l'hubris. C'est remettre de l'ordre dans le cosmos pour éviter le chaos en appliquant les lois de l'affrontement militaire.
la phalange hoplitique macédonienne, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, il y a bien entendu quelque chose de très normé dans le fait de se faire la guerre, le droit de la guerre, le droit des gens, je passe. Nouveauté, et nouveauté plus ancienne qu'on ne le croit, la nouveauté d'une guerre totale qui déborde de ces façons de s'affronter classiques sur la sphère des non-combattants et faisant fi des différences de genre ou de génération, femmes et enfants y compris, ce n'est pas une invention de 14-18, ça débute en 70. Les premiers débordements, notamment dans l'occupation des départements du nord de la France, dont les Français du nord de la France auront la mémoire en 14 et dont les Français du nord de la France auront la mémoire en 39-40. 3 guerres, dont 2 mondiales en 70 ans, ça fait une vie d'homme moyenne à l'époque. Hein. Donc ça s'insère, ces épisodes-là. Ça fait une espèce de poupée russe de la guerre ou de gigogne en quelque sorte. Les premiers débordements sur les civils, occupation des lieux, déportation, assignation au travail forcé, c'est 70 et pas 14-18. Alors, je voulais vous signaler parce que c'est plutôt intéressant à travailler. On est souvent habitué à dire que tout ça, ça débute en 14-18, les gaz, etc. Eh bien non. Guerre coloniale, épisode 2, dans le Rif. Dans le Rif, c'est assez intéressant à savoir. Alors, Rif est assez connu, hein, donc l'arc rifin au nord du Maroc, hein, tout le monde connaît ça ou à peu près, hein, 24, 25, 26. Ce qui m'intéresse là, c'est 3 choses. 3 choses. 1. Pacification, ça ne veut plus rien dire de nos jours. Et toutes et tous, nous le savons. Pacification, c'est la manière de faire la guerre pour que les territoires coloniaux, quel que soit leur statut, département d'Algérie, colonie Madagascar, protectorat, donc un État indépendant protégé par une puissance protectrice, quel que soit leur statut. Et l'administration qui gère ces territoires, le ministre de l'Intérieur, le ministère des colonies de la rue Oudinot ou le ministère des Affaires étrangères, il y a toujours un date de pacification. Pacification, ça veut dire mener la guerre pour maintenir en paix les populations. Hein. Voilà. C'est pas pour amener la paix. Je lis encore ici et là des propos, la pacification, c'est pour amener la paix au bout du compte et on moissonnerait le blé tous ensemble, etc. Non. Non. Avec les moyens de la forme d'intervention militaire, c'est maintenir les territoires sous domination. Ce n'est pas amener la paix, c'est imposer l'ordre. Dans le Rif, c'est ça. Dans le Rif, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe avec les surplus de la guerre 14-18. Donc des obusiers français, des 40-75 un petit peu rechappés, qui tirent des obus à hypérite, donc le gaz moutarde du côté français, sur les troupes d'Abdel, etc. Et c'est ce qui fait que quelqu'un comme Lyautey, qui est résident général au Maroc à l'époque, après avoir été un ministre rapide de la guerre en 16, il n'y est pas arrivé, ça ne fonctionnait pas. C'est ce qui fait que Lyautey est dépassé. Ce n'est plus la guerre coloniale comme 10 ans plus tôt, c'est la guerre totale importée aux colonies. Il est dépassé et remplacé, vous savez par qui? Celui qui va copiner sur place avec Franco, Maréchal Pétain. Le maréchal Pétain fait la guerre pour la Troisième République au moment du Rif, à coups d'obus plein de gaz moutarde, à la place de Lyautey qui n'est plus assez dur, dit-il, apprenant là à se rapprocher de Pétain et à passer à autre chose un peu plus tard. Et puis, guerre de mémoire, je vais accélérer, hein, guerre de mémoire, oui, mythe et contre-mythe, mais c'est d'une bonne partie de mon développement du temps 2, ça. Mythe et contre-mythe. Tout le monde a en tête cette idée d'effet gigogne, là. Les guerres s'emboîtent et remettent en jeu les souvenirs publics des conflits précédents. C'est typiquement l'exemple de la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans, la vraie, si j'ose dire, c'est celle de 1618 à 1648. Dont on pense que une fois qu'elle a été sanctionnée par les traités diplomatiques, vous savez, l'Europe, les traités de Westphalie, elle a inventé les États-nations, pour aller vite. C'est à elle que fait référence volontairement le général de Gaulle, dont j'ai cru comprendre qu'on fêtait, célébrait, commémorait actuellement jusqu'à satiété le souvenir du grand homme qu'il a été. C'est à elle qui fait référence volontairement quand il dit aux Français en 44, ah, c'est la mer, vous savez. Quand il leur dit ceci, quand il leur impose la leçon d'histoire suivante, nous avons fait une deuxième guerre de 30 ans, nous les Français, qui a débuté en 14 et qui s'est achevée en 44, contre les Allemands. 14, 44, ça fait 30.
Et ce n'est pas, contrairement à d'autres qui disent que c'est une guerre idéologique, une guerre nouvelle, une guerre raciale. Soyez tranquilles, mes chers compatriotes. C'est une guerre classique, une guerre patriotique. C'est nous, les Français, contre eux, les Allemands. Nos actuels ennemis héréditaires, nos vrais ennemis héréditaires, on le sait bien, ce sont les Anglais, mais nos contemporains ennemis héréditaires sont les Allemands. Eh bien, pour vous rassurer, et passer sous silence prudent, Vichy, la déportation, l'accommodement, tout ce sur quoi je vais revenir, je vous propose une formule formidable. Je vous propose un mythe, dans le sens de pieux mensonges, de récits légendaires qui font d'une une nouvelle façon d'être au monde, à laquelle toutes et tous peuvent adhérer, volontairement ou avec un petit inconscient qui titille quelque part et qui dit que c'est pas tout à fait la même chose. Je propose le mythe suivant. La guerre, nous avons débuté en 14 contre les Allemands, s'achève en 44 avec ma victoire et mon défilé sur les Champs-Élysées. Voilà. Extrêmement pratique. Alors, qu'on s'entende bien, mythe dans ma bouche, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas vrai. Ça, moi, je m'en moque. En tant que modeste historien, j'estime de mon devoir social de démythifier, justement, et de mettre de façon confortable, a posteriori, de mettre de la rationalité dans les événements du passé, plus ou moins lointains. Donc, dire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas un problème. C'est la qualité de la démonstration qu'il faut ensuite assumer. Donc, cette idée-là qu'on a fait une seule et même guerre patriotique contre des voisins turbulents à l'insupportable réussite économique et qui veulent franchir le Rhin parce que c'est un mythe sur lequel va se refonder la République en 44-45 et qui sera questionné par des historiens d'une autre génération, les Laborie, Rousseau, etc. Et c'est déjà une guerre de mémoire. Et pendant le conflit, on fait appel à ça. Combien de bataillons FFI ou FTP ou AF, donc là je viens de faire le panel des préférences politiques des résistants, combien se baptisent Carmagnole, Liberté, Koufra, Malakoff. Ils usent de la mémoire des victoires françaises pour mieux faire la guerre à l'occupant et à Pétain. Est-ce que tout le monde va bien jusque-là? J'imagine que oui. De toute façon, on n'a pas le temps de le savoir. Et puis, j'ai le monopole puisque je suis le seul à avoir le micro ouvert. C'est assez troublant. Deuxième formule de Clémenceau. Vous l'avez sous les yeux. La guerre, c'est une chose trop grave pour la confier à des militaires. Et oui. Je viens là de me lancer dans une perspective cavalière et très rapide de 150 ans de guerre à la française. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de démontrer que c'est le terrain de jeu favori des politiques. Et si j'ose dire, souvenons-nous du discours récent du chef actuel de l'exécutif. Hein, son anaphore guerrière. C'est donc, ou si vous préférez, parce que vous avez des préférences politiques partisanes qui ne sont pas, qui sont inverses de celles qu'on pourrait me supposer en disant ça, si vous préférez de celles de Manuel Valls, quand il déclarait que la France était en guerre, un coup de menton un peu prognac, là. Comme si nos politiques contemporains, 2015 à 2020, avaient besoin d'étalonner leurs performances politiques à l'aune des grands chefs de guerre qui les précèdent. C'est une question que je pose et que je soumets à notre collective vigilance et sagacité. Alors, obsession politique. Et oui, c'est vrai. Combien de militaires en France montent en politique? C'est le point A. Bonaparte devenant Napoléon, c'est exactement ça. Il est un général républicain, jacobin, d'extrême gauche, proche de Robespierre, qui respecte la légalité civile, du pouvoir civil, y compris le directoire, jusqu'en novembre 99, jusqu'au 18 Brumaire. Et ensuite, il devint Napoléon. Inventant ainsi ce modèle de l'homme politique français qui a gagné ses galons, sans mauvais jeu de mots, qui a acquis son magistère dans le champ technique de la guerre et qui le transfère en politique. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux. Je vais en présenter quelques-uns. Il y en a un deuxième dont j'ai parlé rapidement. Patrice de Magenta, duc de MacMahon. MacMahon est 3 fois intéressant. C'est le meilleur militaire du Troisième Empire. Il emporte à Magenta, il emporte à Malakoff. C'est moins facile en Algérie, c'est moins facile pendant la guerre de 70, c'est vrai. Mais c'est le meilleur militaire de Napoléon III. Et c'est un très bon sabreur. C'est le sabreur de la Commune. C'est lui, hein, la semaine sanglante, du 22 au 28 mars
C'est lui. Donc c'est aussi un militaire capable de réprimer en cas de guerre civile. Et en plus, il n'a pas d'ambition politique. C'est ce qui permet à MacMahon d'être, tout le monde s'en souvient, le 3e président de la République en France. Après le premier, Louis-Napoléon Bonaparte en 48. Après le 2e, Adolphe Thiers. Le 3e, c'est ce militaire de carrière qui est au pouvoir de la défaite de Sedan jusqu'à la moment où il se soumet et se démet en 79 pour céder le pas à Jules Grévy pendant plus de 7 ans. C'est l'origine de notre ancien septennat, donner du temps au président pour qu'un roi soit restauré. Lui aussi est un militaire monté en politique. Il y en a d'autres, Boulanger, des magots, un programme politique extrêmement limité, hein, dissolution, révision constituante, velléitaire, il n'a pas le profil pour être un chef d'État, hein, il se grille la cervelle sur la tombe de sa maîtresse dans la banlieue de Bruxelles, voilà. Hein. Boulanger n'a pas franchi le Rubicon, il n'a pas pris le pouvoir d'État par un coup d'État, par un pronunciamiento comme Napoléon. Il n'a pas fait ce qu'ont osé faire Pétain et De Gaulle. C'est mon point 3. Pétain et De Gaulle, la querelle des classiques et des modernes. Ils se ressemblent. Oui, l'un influence vraiment l'autre. Oui, ils partagent à peu près une culture politique commune, celle d'un républicanisme très modéré. C'est le régime légal, on le respecte, en tout cas très conservateur. Mais il y a une fracture terrible entre eux. C'est celle de la génération. Là où Pétain analyse la situation militaire et politique avec celle d'un homme né à la fin du 19e siècle, au milieu du 19e siècle, à Cauchy à la Tour, De Gaulle le fait en homme du 20e siècle. Donc on pourrait les opposer en tout. On pourrait s'amuser à faire un petit tableau là. Ils sont les mêmes et opposés en tout à cause de l'effet génération dont parle ailleurs Cyril. La guerre, nécessité politique, est la guerre clé de voûte de nos institutions étatiques, des grandes institutions sociales françaises. Voilà. Je passe sur l'évolution des missions du ministère de la guerre, évolution qui est intéressante à comprendre jusque dans la manière dont on le désigne, ce grand ministère-là. Héritier, vous savez bien, du secrétaire d'État à la marine de l'Ancien Régime, héritier du ministère de la guerre Louis XIVien, pardon, et qui va fusionner à partir de 1915 3 domaines, la guerre, l'air et la mer, qui changent, et le nom c'est la chose, hein, donc savoir nommer les choses c'est important, qui changent dans sa terminologie, dans sa désignation sémantique. Ce qui veut dire que ces missions également changent. De ministère de la guerre, incorporant l'air et la mer et la terre, bien évidemment, avec parfois des secrétaires d'État, bien entendu, de ministère de la guerre qui assume sa mission de faire la guerre, il devient ministère de la Défense nationale, puis ministère de la Défense tout court, avec Valéry Giscard d'Estaing, dont j'espère que tout le monde se souvient ici, et devient récemment, il y a 3 ans à peine, ministère des Armées. Alors, le nom, c'est la chose. Hein. On n'a pas le temps, on pourrait s'amuser à dire en quoi ces missions-là correspondent à une dénomination qui, elle aussi, est évolutive dans le temps. Quoi qu'il en soit, qu'on l'appelle ministère de la guerre, de la défense nationale, de la défense, des armées, quoi qu'il en soit, c'est la clé de voûte de nos institutions. Nicolas Rousselier, dans un bouquin fantastique, hein, que je vous montre, qui est là, le montre très très bien. Voilà, ça c'est à lire. Hein. Je ne dis pas ça parce que c'est un de mes meilleurs amis, mais c'est vraiment à lire. Voilà, la force de gouverner, j'y fais référence dans une de mes trop nombreuses références intrapaginales. C'est sa thèse. En gros, il explique que nos institutions, y compris actuelles, sont organisées techniquement, en termes d'organes, en termes de conseils, en termes d'articulation, en termes de technique de gouvernement, de gouvernementalité, comme l'aurait dit Foucault, sont organisées comme un état-major, comme un état-major militaire. Et que la grande rupture de ça, ce qui a fait accepter ça, c'est évidemment 58 et la Constitution
qui est toujours celle qui régit nos rapports avec les gouvernants. Donc, la place du ministère de la guerre est vraiment première, et je le dis, je le démontre, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, y compris au niveau budgétaire. Exemple, un seul exemple. Quand le ministre Maginot, André Maginot, décide de doter le pays d'une supposée infranchissable ligne de défense, d'ailleurs, elle n'a pas été franchie, elle a été contournée, il prévoit un plan de financement sur 5 ans, 30-34, et demande à la représentation nationale d'accepter de voter un budget de 3 milliards de francs de l'époque, 1,5 milliard d'euros actuels. Voté immédiatement. Au total, malgré la crise de 29, ses répercussions tardives mais réelles sur la santé économique française, au total, l'État a dépensé plus de 5 milliards de francs de l'époque, est allé jusqu'au bout. Alors, on rognait sur les matériaux, c'était pas solide, c'était mal fait, il n'y avait pas d'électricité partout, tout ce que vous voulez, des trous dans la raquette, comme on dirait de façon un peu triviale, si on voulait user d'une métaphore sportive. Il n'empêche que, en pleine crise économique, en pleine montée des extrêmes, le budget de l'État a fait cet effort pendant non pas 5 ans, mais pendant 10 ans, à la hauteur que je viens de dire. C'est une preuve du fait que le ministère de la guerre a une place principale. Je passe sur le troisième point que j'ai abordé, mais pas à sa place, sur le changement de paradigme de la guerre à la défense. Et je finis avec, donc vous voyez bien, hein, dans l'idée de la guerre vue comme une nécessité politique, je passe cette fois-ci au dernier point, politique de guerre. La guerre, ce n'est pas rien. Ce n'est pas un mot que l'on dit comme ça dans l'espace public sans qu'on ait à se justifier de son emploi, justement. Il n'est pas sans conséquence. Au plan juridique, c'est très encadré. Le protocole de déclaration de guerre, la façon de faire la guerre et d'en sortir sont très encadrés. Il s'agit en effet d'un acte juridique formel qui met en jeu au moins 2 États, avec un bel E majuscule, hein, et pas un État et un virus. Plus d'États, évidemment, à l'époque des alliances européennes, comme vous le savez. Au XXe siècle, il passe en France par 3 étapes. Première étape, la mobilisation générale, avec le rappel des troupes. Si on prend un exemple, la guerre 14-18, c'est ça. L'ordre de mobilisation générale est publié le 2 août. Deuxième étape, la déclaration formelle de guerre aux diplomates qui représentent l'État belligérant dans le pays qui est le deuxième État belligérant. La déclaration de guerre, quand la France déclare la guerre à l'Allemagne après que celle-ci a déclaré la guerre à la Russie par le jeu des alliances, Allemagne-Russie c'est 1er août, France-Allemagne c'est 3 août. C'est très formel, c'est très juridique, hein, très protocolaire. Troisième et dernière étape, le début des combats, ce qui va nous intéresser tout de suite. Et les premiers engagements des troupes françaises en 14 ont lieu le 5 et 6 août en Belgique, avec un bilan à la fin du mois de 40 000 morts. Et une journée qui est celle du 22 août, dont Henri Contamine, paix à son âme, disait qu'elle avait été la journée la plus meurtrière de toute l'histoire de France, avec 27 000 morts. Le 22 août 1914, car oui, le feu tue. Le 22 août, il devait faire beau, chaud, les pantalons Garance devaient bien claquer dans les blés, pas encore moissonnés, même si trop mûrs, et faire de belles cibles. Voilà. Le 22 août 1914, 27 000 soldats français sont tombés au champ d'honneur. Mobilisés, déclarés et début des combats. C'est ça, déclarer la guerre. Entrer dans la guerre, c'est autre chose. C'est là que je tords le cou volontairement et j'espère définitivement à quelque chose qui n'est pas vrai. L'idée que les Français seraient entrés dans la guerre la fleur au fusil. Une thèse déjà ancienne, hein, mais qui n'est pas vieille et encore moins datée. La thèse du père d'Annette Becker, Jean-Jacques Becker, soutenu en 77, ou publié en 77 aux presses de la Fondation nationale des sciences politiques. 1914, comment les Français sont entrés dans la guerre. Il démontre que il n'y a pas plus de beurre, de fleurs au fusil que de beurre en branche, si je peux me permettre. On a confondu 3 choses. On a confondu une réalité politique qui peut être discutée, mais qui est là,
que l'on peut peser. Cette réalité politique, c'est l'union sacrée, la mise sur pause du jeu démocratique, jeu des partis. Tout le spectre politique français a fait l'union sacrée. Jaurès, non, mais il a été assassiné récemment. On a confondu ça avec on l'a transféré dans la société. C'est pas la même chose. Que l'élite politique décide, Viviani, etc., de jouer le jeu de l'union sacrée, c'est une chose, mais que dans la société, ça a été la même chose, c'en est une deuxième. Donc, confusion. Deuxième point, on a pris les images de propagande, ça arrive tout le temps, ça, les images de culture de guerre, vous savez, les bourgeois qui accompagnent les soldats, les bras piou-piou, Nord-Berlin, etc., là, les images des gars, les gamins excités, les belles et leurs crinolines. On a pris ces images de propagande construites pour être cela, des images de publicité politique. On les a prises pour la réalité sociale. Ça s'est enquisté durablement dans notre œil mémoriel. Et pendant tout le centenaire, colorisé ou pas, saccadé ou pas, identifié ou pas, on les a vus sur tous les médias. Images de propagande. Et troisième point qui permet de déconstruire cette idée fausse, l'idée de la fleur au fusil, c'est le fait que dans les années 20 et 30, dans l'ambiance de pacifisme de l'époque, on a voulu dénoncer justement, on a mis en avant la guerre fleur au fusil comme un élément à dénoncer. Les pacifistes de gauche et de gauche années 20, de droite années 30, pour aller vite, les pacifistes disaient ceci: notre État est tellement Moloch, dur, manipulateur, qu'il a réussi, il y a 20 ou il y a 30 ans, enfin il y a 10 ou il y a 20 ans, à envoyer aux Français des générations entières qui y sont allés la fleur au fusil. Ce qui n'est pas vrai, mais c'était une façon de dénoncer la surcapacité de l'État qui en cette matière était assez neuve. Pas vrai, pas vrai. Troisième et dernier point, il s'agit de sortir de la guerre une fois qu'elle est finie, qu'elle s'achève. D'organiser ce que nos amis états-uniens appelaient en 1918-19 le backstream mercy, revenir à la normale. Ce qu'ils savent très bien faire. Alors, ils l'ont pas très bien fait en 19, ils l'ont bien fait en 44-45, j'envoie tout le monde au GI Bill of Rights. Il y a tous les programmes de réacclimatation des GI de différents fronts pour voir un beau programme de démobilisation. Car il est peut-être plus ou moins aisé de mobiliser et de confiner, mais alors démobiliser et déconfiner, c'est plus délicat. Sortir de guerre, ça va faire trois choses. Ce que l'historien Nicolas Beaupré appelle libérer. Il faut libérer le territoire de l'occupant étranger et des éventuels gouvernements qui l'appuient. Et ça dure, ça, hein, entre la libération de l'Afrique du Nord, puis de la Corse, puis du Sud-Est, puis les derniers combats en Alsace, du temps passe, hein, en France, en 44-45. Donc il faut libérer. Il faut, dit Nicolas Beaupré, enfin il faut, c'est pas un programme, hein, c'est un constat rétrospectif. Il convient ensuite d'épurer, au sens d'épuration, de purger le corps social de la nation de celles et ceux qui ont failli. Et ce n'est pas facile. Vous savez bien, hein, parce que l'État a besoin de fonctionnaires. Parce qu'on a mis en place rapidement des mythes qui disent qu'on a tous été parfaits. Le mythe de la guerre de 30 ans. Alors comment ensuite aller faire des procès? Contradictoire. Libérer, épurer, et il faut apurer les comptes économiques. Parce que c'est quelque chose d'important, ça aussi. Hein. Ce triptyque-là, libérer, épurer, apurer, est important à avoir en tête quand on veut sortir de la guerre. C'est ce qu'on appelle les sorties de guerre, qu'on vient travailler des historiens comme Luc Capdevila, par exemple. Dernier point, vraiment en 5 minutes, dernier point. Après la guerre, une histoire de militarisme français, la guerre, une nécessité politique, la guerre, un fait socio-économique total. Je crois que oui. Je crois que la guerre permet à l'État de dépasser la sphère de son action classique pour s'arroger des attributions qui n'entrent pas dans ses prérogatives constitutionnelles. Louis XIV, qu'on décrit comme le roi absolu, n'aurait jamais pu faire à ses rénicoles, à ses sujets, ce que les Français ont subi entre 14 et 18, et une génération plus tard. Sa capacité de contrainte n'était pas suffisante.
il y a là un paradoxe que les plus jeunes d'entre nous pèseront, j'espère, au plus fin. Un État démocratique, la République française, version française de la démocratie. Un État démocratique comme la République, la troisième, la plus longue, la plus belle, hein, les voies scolaires, etc., a été capable d'amener des citoyens éduqués à l'école, grandis par la presse, exerçant leur droit politique par le vote, à faire ces deux guerres-là, là où un despote, même pas éclairé, un monarque absolu, n'aurait pas pu le faire. Donc oui, il y a une étatisation, avec beaucoup de dictateurs là-dedans. Gambetta à Tours est surnommé le dictateur de Tours. Le haut commandement, le haut quartier général qui a pris ses marques à Chantilly en 14 est surnommé par Poincaré la dictature de Chantilly. Clémenceau, vous savez bien son programme de 17, et la manière dont il tient d'une main de fer les chambres, lui, l'ancien maire radical jusqu'à être presque anarchiste de Montmartre. Pétain. L'État français, qu'est-ce si ce n'est une dictature? Et les opposants politiques au général de Gaulle qualifiaient la constitution de la Cinquième République de coup d'État permanent. Donc, dans cette étatisation de notre vie sociale, il y a quelque chose d'intéressant à penser. Ça rime avec centralisation, ce qui me permet d'aller vite. On a failli, on n'y est pas arrivé, on a perdu. 14-8, c'est une victoire, mais enfin vraiment à la Pyrrhus. Hein. La campagne de France de 40, c'est une défaite. Il faut la magie du verbe gaulien pour attacher la France au camp des vainqueurs en 45. Donc on a perdu. Il faut changer les procédures. On invente l'ENA, on invente le plan. Monnet ne faisait que ça en 1916, il ne fera que ça en 44. On invente l'ENA, on invente le plan, et on invente une façon de gouverner inspirée de l'efficace des militaires. C'est la Cinquième République. Et il faut, ou en tout cas, on en passe par une entreprise d'unification nationale. C'est mon petit 3, mais je ne développe pas plus. Hein. Tout le monde a compris ce que je veux dire. De l'union sacrée à la culture de guerre et aux actuelles actions contre la pandémie que vous savez, on retrouve trace de cette volonté de faire la guerre de faire la guerre contre, ce qui a immédiatement un effet de rassemblement assez mécanique. Eux contre nous, hein, pour ne pas aller trop loin. Je passe sur la conscription en 30 secondes. Annie Crépin, une amie qu'on a pu entendre à d'autres époques dans un format à peu près semblable, Annie Crépin, l'historienne de la conscription, parle d'un vecteur de civilisation. Mais oui, c'est ça. Étage 1, l'école. Jean-François Chanet parle du triptyque école, État-nation, armée. L'école, libre, obligatoire, les bataillons scolaires, les exercices d'arithmétique sur comment faire pour reprendre les dictées je sais pas moi, autour des œuvres d'Orgelès dans l'entre-deux-guerres. Voilà. La conscription est vraiment un vecteur de civilisation qui tranche à partir du début de la Troisième République un débat récurrent. Va-t-on avoir suffisamment de Français constamment sur les drapeaux pour s'opposer à la puissance montante en Europe qu'est l'Allemagne? Jusque-là, le fait de mettre un uniforme sur un sujet ou un citoyen, c'est vu comme un abus. Donc on solde des combattants, ou on les requiert de façon exceptionnelle, sous la forme du volontariat. On tranche à partir de 72. Instruit par la façon dont la Prusse a battu l'Empire d'Autriche à Sadova en 66, Napoléon III se dit il faut qu'on ait 1 million d'hommes sur les drapeaux, parce que sinon on n'y arrivera pas. Il a mis en place un programme extrêmement ambitieux qui n'a pas suffi à emporter à Sedan, hein, au passage. Pas eu assez de temps. Mais là, on tranche. Et c'est la République qui assume cette manière nouvelle de faire, qui met en place le service militaire obligatoire, universel. Sans, c'est la loi de 72. Sans, vous savez, exemption, bon numéro, ancien numéro, etc. Un service qui va réputer que tous les Français doivent, entre 40, 25 ans, puis finalement, plus que 2 ans, remis à 3 ans en 1913, à la défense de la patrie par l'exercice des armes. Les Français sont mobilisables dans une période d'active ou de réserve jusqu'à 35 ans de leur vie. C'est ramené, c'est ce que j'appelle le compromis de transition, c'est ramené
au point suivant, on ne vous décrète plus mobilisable qu'une quinzaine d'années, avec 2 ans d'actifs, et en échange de ça, tout le monde fera le service. C'est fini, les curés sac au dos, comme disait Boulanger. C'est fini les exemptions, etc., etc. C'est donc égalitaire. Voilà. C'est ce système-là qui a, avec 1000 avanies sur lesquelles je passe, ça mériterait un développement entier, je crois, qui a été stoppé, vous savez bien, et pour quelle raison, par Jacques Chirac, à la fin du siècle précédent. Comptabilité un petit peu morbide, rapidement, très rapidement. Ça fait combien de morts tout ça? Je pose la question de façon un petit peu cavalière, mais pourquoi pas? Si j'additionne Solferino, la guerre de Crimée, 70-71, Sedan et la Commune, 14-18, 39-45, j'arrive, 100 000 morts pour la Crimée, ou à peu près, hein, 1000 excuses, j'arrondis au chiffre supérieur pour des raisons pratiques d'arithmétique morbide. Pour 70 et 130 000 morts, pour les différents épisodes de répression des communes urbaines en France, c'est à peu près 10-12 000. Les Versaillais n'ont eu, eux, que 877 tués. Hein. Pour 14-18, c'est 1,350 morts et disparus, on connaît la nuance, plus de 900 morts par jour d'août à novembre. Pour la Seconde Guerre mondiale, si on y incorpore les déportés, quels qu'ils soient, politiques et ou raciaux, c'est à peu près un demi-million de morts. 2 points me frappent. Au global, cette pesée donne un peu plus de 2 millions de morts à la guerre en France au XXe siècle. Si je l'élargis au XXe siècle à ceux dans la Commune. Deuxième point qui me frappe, ce bilan va toujours s'incrémentant, quoi, en hausse. Voilà. Ça, c'est une autre spécificité. Et évidemment, ça signifie un déclassement démographique. Or, la France a peur d'être moins nombreuse que les Allemands. Voilà. Les classes creuses, la grève des ventres, la mise en place d'une politique de peuplade. On comprend à l'époque que l'emportera celui qui sera plus nombreux que son potentiel ennemi. Et la mise en place des politiques natalistes, y compris par des gouvernements de droite comme dans les années 20 avec allocation familiale, c'est ça. C'est ça. C'est pour combler la démographie qui, de conflit en conflit, a trop de classes creuses pour éviter un déferlement allemand dans une génération. Évidemment, ça induit des comportements qui changent. Des comportements qui changent, mais sur lesquels je passe parce que je viens de le dire rapidement. Hein. Je passe aussi sur le coût matériel, en disant simplement un point. La France retrouve son niveau de richesse ou son PIB annuel de 39 seulement en 54. Voilà. Ces après-guerres-là, ces effets d'après-guerre-là, ces effets de rémanence, voilà, durent une nouvelle génération. Et 54, la France est en guerre. Hein. 54, c'est la défaite de Ibn Fou, et la Toussaint et le début de l'insurrection armée lors de la guerre d'indépendance nationale algérienne. Donc la France est toujours soumise à une grosse demande, une grande, une grave, une terrible demande financière pour financer ces guerres du lointain, ou coloniales, ou post-coloniales, ou de décolonisation, comme vous voudrez. Et elle n'est pas encore remise de la crise induite par la précédente. Ça donne un point de, ça donne ce que j'appelle un coup moral. Et je finis là-dessus, ce premier temps qui était le plus long. Quelle place pour la France au terme du cycle de ce que Nicolas Beaupré appelle les grandes guerres? Lui, il parle des grandes guerres. La France est une puissance de second rang qui rentre dans le rang. Voilà. Elle est épuisée par cette singularité belligène. La caractéristique principale du paradigme sociopolitique français, c'est d'être en guerre constamment. De 70 à 62, de 70 Sedan à 62 5 juillet, indépendance de l'Algérie, la France est en guerre constante, un siècle. Le siècle qui précédait de la fin des guerres, des guerres napoléoniennes jusqu'à 14, si on compte pour pas grand-chose Mexique, Italie et les 100 000 morts de Solferino, la France n'était pas en guerre. Elle a connu 3-4 ans de guerre, tout cumulé, dont le Mexique, qui était une expédition, on dirait une OPEX maintenant, dont l'Italie, qui était une balade, enfin, sauf le respect des Italiens, bien entendu, Italia Faradasse, et dont Sébastopol, qui a été la plus percutante. Le point essentiel, et qu'on mesure, je crois, encore de nos jours, le fait qu'on se rencontre là un peu tard le prouve.
le marqueur identitaire de la version France contemporaine, c'est d'être constamment en guerre. Et je dis cela, pas pour faire un mot, hein, absolument pas, mais pour proposer cette remarque à notre commune critique constructive, je l'espère. Je remarque que quand la France est percutée par un événement qui surgit, attentat terroriste, pandémie sanitaire, elle a recours à ce réflexe guerrier. Ça me frappe. Il y a quelque chose à penser. Le deuxième point est un catalogue, un inventaire. Comment les historiens de nos jours travaillent la guerre. Alors, je ne vais pas tout vous faire parce que le temps passe et qu'il n'est pas question de tout dire. Je vais m'arrêter ici, là, de temps en temps. Retrouver la guerre, donc. Je passe à, vous voyez, ce gros point noir, plutôt, là. Le feu tue. Ben oui. Le feu tue. On redécouvre que le feu tue. Ça a été une surprise en 14 que le feu tue. À l'école, les bâtiments scolaires, la presse qui disait que les balles des Allemands s'écrasaient sur les uniformes des piou-piou, des poilus, ont fait leur effet. C'est une surprise de découvrir que le feu tue. Quelque chose d'étonnant. Les soldats, le commandement, la presse, l'opinion publique, la société découvrent que le feu tue. Je passe parce que je n'ai pas le temps, mais c'est extrêmement intéressant. On le voit très bien dans les lettres de poilus, hein, censurées ou pas. On voit très bien cette redécouverte du feu. Je passe sur le point 2, là, que j'ai déjà abordé, la fleur au fusil. Les Français n'ont pas été joyeux, ils ont été surpris. 3 fois surpris. Ben mince, ce truc à Sarajevo, qu'on ne maîtrise pas, qu'on pensait pas plus dangereux que ce que s'était passé à Agadir, etc. Une de ces grosses affaires, vous voyez, là, la façon dont des Chines se prennent au callback, là, bon, c'est l'actualité. Il y en a 10 par jour. Les Français du temps ont cru que Sarajevo, les Balkans, c'était une autre de ces affaires qui ne durent qu'un jour. Ils ont été surpris par voir que ça entraîne le jeu des alliances. Ils ont été surpris parce que c'était le temps des moissons. Ils avaient autre chose à faire. Hein. Vraiment. Et ils ont été surpris que les combats débutent aussitôt. Ils ont été surpris, mais ils ont été résolus. Ils ont fait leur devoir. Ils n'ont pas été résignés, comme je le lis parfois chez de mauvaises historiennes et de mauvais historiens. Ils ont été résolus. Résignés, c'est négatif. Résolus, c'est on mesure les dangers, on le fait, parce qu'on a été formé comme ça à l'école, et que dans le triptyque école, État-nation républicain, armée, le triptyque du citoyen français du XXe siècle, eh bien, faire la guerre, ça entre dans ce triptyque-là. Il n'y a même pas eu besoin d'appliquer le carnet B de Malvy. Même pas eu besoin d'aller débusquer les insoumis. Il y a eu moins d'insoumission pour l'appel sur les drapeaux en 14 qu'il n'y avait de mutinerie et d'insoumission en temps de paix dans les 20 ans qui ont précédé. On ne parlera pas des mutins, on n'a pas le temps. 40 000 mutins sur 20 millions de mobilisés, la majorité étant des bifins de l'armée terrestre, c'est rien. André Leuze dit que c'est le taux moyen d'insoumission d'une armée encasernée. Rien. Il y avait pleine adhésion. Bon, je passe, on n'a pas le temps. Je passe sur la drôle de guerre. On y reviendra dans les questions si vous voulez. On n'a pas le temps. Je m'arrête, si vous voulez bien. Ah oui, à ce point-là, destiné aux civils. La place des civils dans les 2 conflits mondiaux. Je le mets là, juste en haut de la page. Je voulais faire une ambitieuse typologie des violences, mais je suis trop bavard. Et puis, comme j'ai tout le monopole du micro, ben, j'en profite. Je m'arrête pour les civils. Là, il y a une coupure anthropologique. Le mot est un peu excessif, certainement, hein, mais il doit être impressionnant. Hein. Il y a une coupure, façon nouvelle, de faire la guerre. Voilà. Qui ne distingue plus les combattants et les non-combattants pour protéger les non-combattants, qui ont fait des cibles. Voilà. Bon, on en a 1000 preuves. Hein. Dès 1917, quand la grosse Bertha tire sur Paris, ça fait 300 civils tués. Dès 1917, les Allemands bombardent Londres, près de 2000 tués. Voilà. Les civils sont pris pour cible, car on a compris que dans la psychologie d'État-nation fondée sur des systèmes libéraux, majoritairement démocratiques, l'opinion et sa capacité d'adhérer au programme de guerre de l'État est essentielle. Enfin, sa maîtrise est essentielle. Voilà. Louis XIV aurait dit une autre de ses phrases apocryphes, l'État c'est moi. C'est ce que disent les États au XXe siècle. La guerre c'est moi. Quoi. Je ne peux pas faire la guerre, moi l'État Moloch, si je n'ai pas l'adhésion de mes administrés. Et dans un régime libéral d'opinion,
C'est pas facile. Donc on légifère. La censure qui n'existait plus en France depuis 1906, la censure est remise en place. Voilà. Il y a là une coupure anthropologique extrêmement importante et il y a un petit bouquin qui est assez facile, enfin rapide à lire de Stéphane Audouin-Rousseau qui s'appelle La guerre des enfants, qui montre bien comment les enfants ont été mobilisés à parrainer des unités, à faire des exercices de calligraphie en recopiant la lettre, les dernières volontés d'un soldat mort au front, à faire des exercices d'arithmétique dont on a peine à imaginer qu'ils ont pu constituer les instructions officielles de l'époque quand même, sur combien faut-il d'obus de 75 pour éradiquer une ville allemande, etc., etc. En miroir, même chose du côté allemand, vraiment. Je passe sur les figures du dissensus qui sont très intéressantes. Je passe parce que c'est bien connu sur le genre. On sait maintenant que les femmes ont participé, mais qu'il n'y a pas de révolution, que ça a été un accélérateur. Et je m'arrête juste, oui, à ce point-là, les batailles totales. Verdun, la Somme, Ypres. Pour dire ceci, Verdun, c'est loupé. Die Blumenpompe, la pompe à sang. Die Knochenwühle, le marteau a cassé les os pour l'Allemagne, saigné l'armée française à blanc, ça a loupé. On sait bien le bilan désastreux d'un an de guerre face à face, ça a loupé. Ce n'est pas la main à toutes les batailles. Pour les meilleurs historiens, Gerd Krumech, Stéphane Audouin-Rousseau et consorts, la mère de toutes les batailles, c'est la Somme. Parce que la préparation, ce qu'ont subi les Anglais dans la Somme, c'est cette bataille qui tue l'idée même de bataille, démontre-t-il. À partir de là, on sait que c'est la défensive qui l'emportera. Et que l'offensive, ce qui, depuis Salamine jusqu'à la Somme, s'est imposé, la Follia Francese, le côté percussion, ce que Pierre Chaunu appelait du choc au jet. On est en train de passer du choc avec l'éthique un peu aristocratique de soldats qui se voient, qui se tuent face à face, entre professionnels. Donc du choc à la mort donnée à distance par le jet, et le jet, c'est l'artillerie à 50 km de distance. La Somme, c'est ça. Les deux historiens dont je viens de dire les noms, Krumech et Audouin-Rousseau, disent que c'est la bataille qui tue l'idée même de bataille. À partir de là, la défensive l'emporte. Et Ypres, tout le monde sait pourquoi. Ypres, c'est l'usage tactique des gaz. La France y pensait. La France avait essayé avant l'Allemagne un usage tactique de gaz non mortel, de gaz lacrymogène. Ça n'a pas été concluant au plan technique, donc elle a arrêté. La France était aussi engagée dans ce qu'on appelle la course à la toxicité. Et bien évidemment là, il y a anthropologiquement une coupure qui nous amène à Auschwitz, quoi. Voilà. L'idée de gazer ceux qui ne sont plus des combattants dignes au point d'être régis par les mêmes lois de la guerre que nous, mais simplement des dorifores que l'on va gazer, la voie vers Auschwitz commence à Ypres, bien entendu. Georges Bensoussan, Tal Brutman le démontrent très, très, très concrètement. Troisième point, là j'ai listé des sujets pour celles et ceux qui parmi vous voudraient faire une thèse d'histoire sur la guerre. Comment faire l'histoire de la guerre alors qu'il n'y a plus de témoins? Il n'y a plus de témoins de 14-18, il y a de moins en moins de témoins de 39-40, et les témoins des guerres de décolonisation commencent à prendre de l'âge. Se passer du témoin, ce qu'Annette Dworka a appelé l'ère du témoin, ça devient difficile. Et moi, je n'en suis pas heureux. Ce n'est pas un concurrent de l'historien, le témoin. Comment enquêter sur les guerres coloniales? Et les guerres coloniales, c'est vraiment ce que j'appelle la guerre ce que Gilbert Meignet, lui aussi récemment disparu, c'est une grande perte, appelée la guerre d'indépendance nationale algérienne. Que de ce codécie de la Méditerranée, on a souvent réduit à des opérations de police, de pacification, les événements, litote, euphémisme. Non. C'est la guerre d'indépendance nationale algérienne. Qui ne débute pas en 54, qui ne débute pas en 45 à Sétif, Philippeville, dans l'Oranais, qui débute dès la prise en main en 1830 du territoire algérien par Charles X. Les historiens actuels, Isabelle Serin, Pierre Singarbellou, montrent que la décolonisation a commencé au moment où débute la colonisation. C'est pas pratiquement comme en classe de troisième ou de première, je sais plus trop, on dit la conquête, l'administration, la décolonisation. Cette chronologie-là
qu'on nous a enseigné, qu'on a enseigné, est caduque. Toujours déjà les colonisés se sont affrontés par les armes aux colonisateurs dès le début, avec une accélération pour des raisons géopolitiques dont je passe les détails. Donc il faut travailler là-dessus, comme l'ont bien fait Raphaël Branche, Sylvie Thénault, mes deux amis qui sont des historiennes. Génial. Un autre point à travailler serait l'idée de représenter la guerre, comment rendre de nouveau présente la guerre, y compris artistiquement. Ce que fait bien Sylvain Venère, qui enseigne ici à l'UGA, hein, de travailler sur les guerres lointaines, les guerres au loin, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, avec un parfum à la fois d'exotisme, pas vraiment la guerre. Ouais, intéressant, hein, ça pourrait venir challenger, comme on dirait en mauvais français, donc je dis défier, d'autres champs d'enquête qui seraient ce qui se pratique actuellement, c'est une nouveauté. J'en connais parmi la liste des présents certains qui travaillent sur les opérations extérieures, sur la révolution dans les affaires militaires, sur la guerre en réseau, sur l'évolution actuelle de l'objet guerre. Ouf, la guerre est finie. En tout cas, ce premier temps qui était de loin le plus long est achevé. Et il est 43, j'ai commencé il y a un petit bout de temps maintenant. Je vais rapidement achever mon topo avec le temps 2 et le temps 3, le temps 4, je crois. On en parlera une prochaine fois. Comment, une fois ce long inventaire proposé, comment faire se rencontrer guerre, histoire et mémoire. Arès, Clio et Mnemosyne. 3 points. Très rapide, très facile, 5 minutes. D'abord, histoire et mémoire entretiennent des rapports délicats. L'histoire s'attache à une chose, traquer la vérité. Alors c'est très ambitieux. Elle a des procédures, une méthode, l'adéquation entre l'énoncé, la preuve et l'écriture. Mais elle regarde le passé depuis l'actualité la plus contemporaine, avec l'obsession de l'actualité la plus contemporaine, on interroge le passé depuis l'actualité, hein, en cherchant à établir la plausibilité des faits. Mettons la vérité. La mémoire, pas du tout. La mémoire, elle, est fidèle à non pas la vérité, mais justement au souvenir. Et elle ne cherche pas, c'est pas le même rapport au passé. Donc les deux modes de sélection et d'analyse sont différents. Deuxièmement, une ne vient pas après l'autre. On dit souvent ça. Il y a d'abord l'histoire et après la mémoire qui serait une forme d'histoire un petit peu gauchis, anglais, biaisé, mais absolument pas. Les deux sont actifs sur le passé en même temps, si j'ose dire, à la fois. Une tranche de passé, mettons, je sais pas moi, fin de la guerre d'Algérie. Et ceux qui l'ont faite s'en souviendront à leur manière, et ceux qui l'étudient et l'enseignent auront un autre discours par rapport à cela. Donc il n'y a pas de fatalité chronologique. C'est pas d'abord l'histoire et ensuite la mémoire. Les deux fonctionnent dans le même moment. Quelle est l'utilité sociale de la mémoire? Quelle est sa fonction, à quoi sert-elle en quelque sorte? C'est simple. La mémoire a un intérêt, un seul, ou non, 1000, mais un principal qu'a bien résumé il y a de ça longtemps, hein, un des pères de l'Église né en Afrique du Nord, Saint Augustin. On n'a pas tous les jours l'occasion de citer Saint Augustin. Quand Saint Augustin dit ceci, la mémoire, c'est, et là je crois que tout est dit, le présent du passé. La mémoire, c'est le présent du passé. Il écrit ceci. L'impression que les choses en passant font en toi y demeure après leur passage. Et c'est elle que je mesure quand elle est présente. Non pas ces choses qui ont passé pour la produire. Je reprends. L'impression que les choses en passant font en toi y demeure après leur passage, la guerre une fois qu'elle est finie. Et c'est elle que je mesure quand elle est présente. 10, 20, 30, 40, 100 ans plus tard. Non pas ces choses-là qui ont passé, qui ne changeront pas dans l'enchaînement des faits. Hein. Non pas ces choses-là qui ont passé pour la produire. La mémoire, c'est le présent du passé dans l'actualité. Et la mémoire collective, sur le point B, a besoin pour s'exprimer de ce que Maurice Halbach, le grand sociologue mort à Buchenwald dans les bras de Jorge Semprún, appelait des cadres sociaux. Les cadres sociaux de la mémoire, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est un cours d'histoire en classe de collège ou de lycée ou à la fac. C'est une cérémonie commémorative. C'est les actions mémoire 2020.
le 80e anniversaire de la saga gaulienne. C'est un film. Ce sont ça les cadres sociaux qui font que la société se regroupe et commémore un événement qu'elle imagine suffisamment important pour être présent dans son actualité. Bon, je pourrais détailler longtemps, mais on n'a pas le temps. De quel passé la mémoire est-elle faite? En France, c'est simple. La mémoire est faite de 3 passés. Le passé officiel décrété par l'État. Qui établit le calendrier des jours fériés et chômés? Le passé tel que les acteurs sociaux le fabriquent. Voilà. La droite, la gauche, les partis, les syndicats, les églises. Le passé tel que les professionnels du passé ou de sa transmission, les historiennes et historiens, l'envisagent, et ça varie ça dans le temps. Et puis quatrième version de ce passé-là, le passé des médias, y compris actuellement les jeux de rôle, les jeux virtuels sur lesquels nos enfants, élèves et étudiants découvrent la guerre. Voilà. Et qui ne sont pas tous faits de mauvaise manière, et qui ont souvent de très bons conseillers historiques, de très réputés historiens. Voilà, au point de rencontre de ces 4 lignes-là, l'État, les forces vives de la nation, les professionnels, muséographes, conférenciers, etc., et les médias, c'est là que se situe le poids de la mémoire de la guerre en France de nos jours. Dernier point, c'est le 3 de ce temps 2. C'est un autre de mes maîtres, Henri Rousseau. Henri Rousseau a inventé une façon de faire l'histoire de la mémoire en historien. C'est ce qu'il appelle un autre exercice. Non plus faire l'histoire de Verdun, elle est faite, mais l'histoire de la mémoire de Verdun pendant 100 ans, génial. Non plus faire l'histoire de l'enchaînement des faits. On a rien de prophétisé, il faut connaître l'irréductible ténacité des faits, bien évidemment, soyons positivistes. Mais l'histoire de la représentation dans le temps qui suit ces faits-là, extraordinaire. Autant vous dire par exemple que, je ne sais pas, le Vercors qui me fait de l'ombre là, le Vercors, la vision du Vercors a évolué entre 44-45 et nos jours. Hein. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que Henri Rousseau a inventé dans un livre qui a fait date, le syndrome de Vichy. Et il propose de le faire en travaillant, c'est le petit B, avec des sociologues, des philosophes qui travaillent avec Ricoeur, des historiens de l'époque moderne, ou même voire médiévale, travailler avec Philippe Joutard pour la légende des Camisards, qui deviennent des Maquisards. Et il propose une triple direction, c'est mon dernier petit point là, écrire l'histoire de la mémoire de la guerre, une triple proposition intellectuelle. 3 points, pour qui serait tenté. Hein. Premier point, établir une typologie des mémoires. La mémoire communiste du Vercors n'est pas la même que la mémoire gaulliste du Vercors. La mémoire des femmes de la guerre mondiale n'est pas la même. C'est une typologie politique, sociale, économique. Deuxième point, repérer les vecteurs qui supportent un discours de mémoire. Vous prenez la Seconde Guerre mondiale et vous dites, je vais étudier l'évolution de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale au cinéma états-unien de 45 à nos jours. Et il y aura une très nette évolution depuis Johnny Got His Gun jusqu'à Saving Private Ryan, en passant par 1917 et ce long plan séquence de Sam Mendes. Là. Voilà. Donc, typologie, vecteur, et troisième point, le plus intéressant à mes yeux, instrumentalisation. Comment ceux qui ont un intérêt, souvent les forces politiques, utilisent le passé pour en faire une ressource politique et culturelle. Et en France, gagner les élections. Très intéressant. Le mythe de la guerre de 30 ans de De Gaulle contre le mythe des 75 000 fusillés du Parti communiste. C'est mon point 3 qui appelle 5 minutes de développement. Quelle heure est-il? 51. Ouais, 5 minutes de développement. Avant que je conclue, et le temps 4, je pense qu'on est une minorité d'enseignants ici, on pourra le reprendre en mode enseignant, justement, hein, si vous voulez, un peu plus tard. Vous enverrez tout ça par la poste numérique. Justement, transférons-nous sur ces usages concurrentiels du passé. Vous l'avez compris, les mémoires sont plurielles et souvent concurrentes. Je ne reviens pas. Hein. Je ne reviens pas sur le besoin de normer le passé qu'éprouve l'État. Quand l'État décide d'un programme d'histoire officiel,
qu'il réglemente à coup d'instructions officielles et de sites dédiés pour que ces enseignants qui sont les relais en tant que fonctionnaires, bien entendu, du discours officiel de l'État, c'est une mise en mémoire du passé. On enseigne Vichy au lycée depuis 67 seulement. On enseigne vraiment la Shoah avec le côté responsabilité française depuis 86 seulement. On enseigne la mémoire de la guerre seconde du nom et ou de la guerre d'Algérie depuis une dizaine d'années. C'est pas facile avec de jeunes gens qui sont en train de passer leur bac. C'est très ambitieux même. On a l'évolution dans le temps. Donc tout le monde l'a bien saisi. Je n'y reviens pas. Hein, c'est trop facile, quoi. Hein. Les communistes et les gaullistes n'ont pas le même souvenir. Bon. Je passe directement au point 2 pour proposer une rapide chronologie. Comment évolue justement dans le temps long de l'après-guerre, comment évolue cette représentation de l'objet Seconde Guerre mondiale, je prends un exemple, de 45 à nos jours. 3 temps principaux. Le premier temps qui fait 44-45, mort de De Gaulle, et De Gaulle est mort en 70. Premier temps, une forme de concurrence dans l'entente, de connivence dans la concurrence entre De Gaulle et les communistes pour capter le monopole sur l'usage positif de la guerre. Sur le mode, je suis le premier résistant, le premier chronologiquement. L'appel du 18 juin fonctionne comme un certificat, une garantie, une caution chronologique. Contre, nous sommes ceux qui avons été les plus nombreux et qui avons payé le plus lourd prix. 2 mythes face à face. Le mythe de la guerre de 30 ans, je viens d'en parler, contre le mythe des 75 000 fusillés, qui est faux. Hein. Il n'y a pas eu autant de fusillés pour toute la résistance en France, tout compris. Ça structure ça, dans une espèce de face à face, qui est concurrent, à moi le pouvoir. Je gagne les élections contre toi si je fais la preuve aux Français que je suis le plus résistant. Philippe Vuitton a bien travaillé là-dessus. Ils sont concurrents, mais ils sont connivents dans le fait qu'ils partagent le même point de vue. Premier temps, 44, 45, 70, quoi. Deuxième temps, 70, 95. Un temps, genre un phénomène de retour de balancier, vous voyez, si on filait une métaphore freudienne. Ce que fait mal, justement, Henri Rousseau, pardon. Le retour de balancier. Dans les années 70, qu'en 95, c'est l'image d'une France veuve pleine de collabos, de maréchalistes qui se propagent. À coups de films, hein, les films de Louis Malle, La Compulsion. Voilà, on découvre des choses, on n'est pas à l'aise, on a l'impression que les Français, qui étaient tous résistants, le fameux résistentialisme, sont devenus subitement tous collabos. Ce qui est un retour de balancier aussi excessif que le précédent mouvement de bascule qui avait mené les Français unanimement résistants, le fameux mythe du résistentialisme. Bon, c'est faux, et ce qui permet de bien démontrer que c'est faux, c'est le grand discours de Jacques Chirac en 95, qui amorce le troisième temps, qui déplace la focale, ou qui déplace l'obsession. La Seconde Guerre mondiale n'est plus vue sur le mode concurrence Coco de Gaulle, n'est plus vue sur le mode il y a autant de collabos que de résistants, vous savez, tout est dans tout et inversement, hein, espèce d'histoire à la Zemmour, là, ouais, n'importe quoi en termes de méthode est faux en termes d'événements, et douteux en termes politiques. Hein. Un quart d'heure pour Hitler, un quart d'heure pour les Juifs, c'est ça la démocratie? Un quart d'heure pour les collabos, un quart d'heure pour les résistants, c'est ça la démocratie ou l'histoire saine? Absolument pas, c'est des mensonges. C'est faux, c'est infondé. C'était l'ambiance des années 70, 80, 90. Jusqu'au troisième temps où ça n'est plus l'obsession. Ce qui est l'obsession, c'est le point suivant, la responsabilité des Français, de l'État de Vichy, plutôt, sa responsabilité dans la participation à la Shoah. Voilà. Et le grand discours de Chirac, qui lui a été suggéré par François Bédarida, hein, qui dirigeait à l'époque le laboratoire dont je suis modestement membre, l'IHTP, l'Institut d'Histoire du Temps Présent, qui dit ce qu'il a à dire, quoi, qui regarde son passé, lui, l'héritier de De Gaulle, qui dit, il y a 50 ans, ceci a été fait par l'État français. C'est vrai, c'est un fait, c'est une honte. Et une fois que c'est fait, le temps qui précède est comme subsumé, et on entre dans un nouvel objet d'obsession mémorielle qu'a fait la France et qu'ont fait les Français par rapport à la Shoah. Alors, c'est un questionnement lourd, hein, grave, bien sûr, mais qui sort du côté résistant ou résistant collabo. Et ma théorie est que ce temps-là dure toujours. Ou plutôt, ma théorie est que l'amnésie, voire l'amnistie de Vichy dans la Shoah, est en train d'être remplacée par le retour dans l'autre refoulé, d'une autre anamnèse
Du syndrome de Vichy, en clair, au syndrome de l'Algérie, par métaphore des guerres coloniales. Je pense que vous et moi sommes au clair sur Première et Seconde Guerre mondiale. Et nous sommes en train de nous mettre au clair sur la guerre coloniale et décoloniale. Donc, ce temps-là dure jusqu'à nos jours et est en train d'être remplacé, je crois. Je n'évoque pas les enjeux et conflits de mémoire, si ce n'est 57, j'ai encore 3 minutes, si ce n'est une seconde pour chaque item. Ah, quand la mystique se dégrade en politique, oui, c'est quand on fait de la base politique, vous savez, la politique, pas le politique, pas le sens de l'État, le politique, mais la politique, la concurrence, notamment électorale, pour les places de pouvoir. Quand on ment pour s'arroger une mémoire positive afin de gagner du pouvoir. C'est ce que fait la droite française discréditée par Vichy quand elle invente la théorie de l'épée et du bouclier. Sur le mode, Pétain et De Gaulle s'entendaient bien et c'est d'accord, Pétain restait en France pour protéger les Français, le bouclier, et De Gaulle tapait sur les Allemands depuis l'extérieur. C'est une contre-vérité absolue inventée par le colonel Rémy, c'est faux. La mystique se dégrade en politique, faux. Qu'est-ce que le devoir de mémoire? J'ai mis une note de mon maître Henri Rousseau, là, je le rappelle en grossissant un petit peu pour que vous puissiez voir, le devoir de mémoire n'est qu'une coquille vide s'il ne procède d'un savoir. Le devoir de mémoire, c'est une incantation, un jour par an, pour dire on se souvient en écrasant une larmichette. Mais si on ne sait pas, pourquoi aller à Auschwitz? On n'y voit rien à Auschwitz. Pour aller à Auschwitz et comprendre, il faut savoir avant. C'est ce que dit Annette Leworka. Donc, le devoir de mémoire comme une incantation, le danger de la concurrence des victimes. Les victimes tirent la couverture mémorielle à elles pour exister, telle association d'anciens combattants par rapport à tel autre, tel type de déportés, ratio, comme on disait à l'époque, face aux politiques. Et puis les soi-disant déportés du travail qui voudraient démontrer qu'ils ont souffert autant que les prisonniers de guerre ou autant que les déportés en pyjama. Hein. Tout le monde se souvient de cette affiche. Ils sont unis, ne les divisez pas. À gauche, un Français, un Pékin de base, avec sa casquette et sa valise en cuir bouilli ou en carton. À droite, un prisonnier de guerre, cagé. Et puis au milieu, un déporté. On voudrait faire croire que c'est ça l'union de la guerre, que c'est la même chose. Mais non, non, non. Déporté du STO n'existe pas. C'est requis du STO. Et entre les déportés, il y a une vraie différence entre les déportés, évidemment, politiques, qui savaient pourquoi ils se battaient et étaient déportés, et les déportés raciaux, mais vous le savez bien. Une concurrence des victimes. Vous savez que les rapports entre histoire, justice et médias ne sont pas les mêmes, car les temps ne sont pas les mêmes. Un historien démythifie, je crois l'avoir fait un petit peu aujourd'hui, sans enlever la part de mystère, de mystique. Étudier de près la résistance, pour dire à tel résistant, mais écoutez, vous m'avez dit que vous étiez là, mais j'ai une preuve, là, vous étiez dans une autre ville. C'est pas essayer de lui montrer qu'il a menti. Faire ça, c'est confondre histoire et police. Non. Faire ça, c'est mieux faire son travail d'historien, mais certainement pas pour mettre mal à l'aise son interlocuteur et lui enlever la part de mystère qu'il a eu forcément quand il s'est engagé au point de risquer sa vie. Donc un bon historien démythifie, casse les mythes nationaux pour être objectif sans être forcément neutre et pour qu'on soit adulte entre nous, qu'on regarde la guerre, qu'on regarde l'esclavage, la colonie, tout ce que vous voulez. Mais n'enlève pas la part de mystique qu'il y avait à l'œuvre à l'époque, jamais. Pour le dire plus facilement, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain quand on est un bon historien et une bonne historienne. L'avenir de la mémoire, ou quels enjeux de mémoire à venir, je viens de le dire. Les guerres, c'est fait. Tant mieux, si j'ose dire. Hein. Le centenaire, la Seconde Guerre mondiale, et... Non, je crois que vraiment les travaux vont aller du côté de l'Algérie. Voilà. On a beaucoup à apprendre d'une histoire qui sera critique, comme elle a été envers les deux conflits mondiaux du XXe siècle, envers les guerres de conquête, le maintien de l'ordre qu'on appelait la pacification, et les guerres de décolonisation. Ce sera très intéressant. Et toutes et tous autant que nous sommes, quelles que soient nos institutions, notre position sociale, nos statuts, notre âge, là, il y a beaucoup à savoir et à apprendre. Beaucoup le font en ce moment, hein, de très grands historiens, hein, Singaravelou, Surlune, Sebeul, vraiment, hein, c'est pas l'objet du jour, mais c'est très intéressant. Je pense qu'on peut conclure sur des bonnes nouvelles. C'est ce que je propose là, France 2014-2020. Je trouve que récemment, on a eu de bonnes nouvelles. Voilà. On a fait entrer des femmes au Panthéon. Mais écoutez, ça fait un peu fleur bleue ou assez facile.
voire neuneux, tendance gnangnan, mais de panthéoniser non plus un grand homme, mais une grande femme, Germaine Tillon, c'est une formidable leçon d'histoire de la mémoire. Car elle entre au Panthéon parce qu'elle a été résistante, au point d'en être déportée à Ravensbrück, où elle résistait en inventant des opéras. Mais elle n'a pas arrêté là. Elle a dénoncé les crimes dans les camps staliniens de la Kolyma. Elle s'est impliquée sur le terrain algérien qu'elle connaissait bien. Elle a fait une formidable thèse, le harem et les cousins, sur les systèmes patriarcaux de l'arrière-pays algérien. Elle s'est impliquée au point d'aller négocier avec Ali Lapointe les conditions de la paix des Braves à Alger en 57. Elle a continué en rejoignant Geneviève Antonios de Gaulle en fondant ATD Quart-Monde. Elle a milité pour qu'on traite bien les prisonniers dans les prisons. Bref, elle ne s'est pas arrêtée, figeant sa stature en grande prêtresse du temps d'avant. Elle a continué d'agir. Bon, formidable. Très bien. Germaine Tillon au Panthéon, bravo. Le fait qu'on parle beaucoup de résistance en ce moment, je trouve ça très intéressant aussi. Je trouve que la résistance, c'est le meilleur de la guerre. J'ai une théorie personnelle que je vous soumets. Je pense que la France travaille un socle que j'appelle les 3 R gigognes. La France contemporaine est l'héritière de cette légende originelle qu'est la Révolution 89. Évidemment, des épisodes ont précédé, on sait bien l'aphorisme de Marc Bloch. Premier R. La Révolution donne la République, version française de la démocratie. Deuxième R. Et la République donne la résistance. C'est ce que je propose à mes étudiants en ce moment-là. Je trouve qu'en essayant de réfléchir à l'histoire contemporaine française autour de ça, on comprend mieux la part que la guerre a prise dans la construction de cette identité des 3 R. Là. Et la résistance, c'est-à-dire la guerre faite par des non-militaires, principalement. Non pas que les militaires n'ont pas été dans la résistance, absolument pas. Et j'en sais ici qu'ils vont se renfrogner, mais je ne dis pas ça. Absolument pas. Mais ils sont légalistes en 40. Ils écoutent Pétain, ils entendent De Gaulle, ils déposent les armes. Et dans le même mouvement, le même jour, ils entendent De Gaulle ou pas. Ils n'entendent pas De Gaulle, mais ils le connaissent. Ce général un peu bravache, un peu matamore, un peu pesant quand même, qui fait la leçon à tout le monde. C'est pas un inconnu De Gaulle, hein. Il a 50 ans en 40. Il est secrétaire d'État à la gueule. Il a publié, l'armée de métier, etc. Ils l'entendent ou pas? Ils écoutent Pétain, mais qui ne l'écoute pas? Tout le monde l'écoute à l'époque. Dans le même mouvement, le même jour, ils cachent du matériel de guerre, malgré les camps d'armistice, parce qu'ils savent qu'un jour, le combat reprendra. Et sans les militaires, dans le Vercors, dans le Voisan, au Glières ou en Chartreux, ça aurait été pire. Parce que des mômes de 20 ans, des petits métallos qui viennent de Grenoble, dans l'hiver, sur le plateau, ils n'arrivent pas ils n'y arrivent pas tout seuls. Ils ont besoin de cadres, de professionnels. Sans les militaires conservateurs, certains réactionnaires, légalistes, vichistes pendant 2 ans, les maquis de la résistance française qui ont été écrasés, Glières, Vercors. Mais la preuve que la France a pu participer militairement au combat de la libération, c'est eux qui l'ont donné. Et bien, sans ces militaires qui encadraient les jeunes réfractaires au STO, les jeunes militants au FTP, FTP, MOI, etc., eh bien, sans eux, ils n'auraient eu aucun impact. Ils ont un impact surtout symbolique. Eisenhower disait que la résistance française avait fait gagner 3 semaines à 1 mois sur le planning du débarquement. Pas grand-chose. Rien. Mais symboliquement, sans eux, on n'est pas dans le camp des vainqueurs. Donc, la résistance, c'est-à-dire cette guerre, cette résistance par le bas, avec de petits moyens, faite par des non-militaires, c'est intéressant à étudier jusqu'à nos jours, bien entendu, ce qui se passe sur les tables de guerre actuelles, qui s'opposent à Daesh en Syrie. Vous savez, ces combattantes résistantes kurdes, là, ce ne sont pas des professionnels. Je laisse le côté mémoire dynamique, je laisse le côté temps 4 faire court, parce que c'est de la technique interne. J'en ai déjà beaucoup parlé dans de nombreuses circonstances, dans des stages de formation, je peux en reparler aisément tout à l'heure, quand vous le voulez. Je laisse de côté parce que le temps passe. Et je conclue si vous voulez bien. Voilà. Je conclue en 3 minutes, même si, comme disait Flaubert, le bête consiste à conclure. Je crois qu'on est à un bon moment. Je pense que actuellement, là, de nos jours, on peut envisager de pratiquer une histoire, mettons, décloisonnée. Je pense que nous sommes capables
d'envisager le passé belligérant de la France de façon objective, pas forcément neutre, on a tous nos préférences, de façon objective, avec les outils de l'historien, que nous sommes capables d'établir les coordonnées d'une histoire transnationale, pas franco-française. Vive le grand large, croisons. Vive l'Israël de Péronne pour ça. Une histoire transnationale, croisée, c'est-à-dire pas simplement l'histoire militaire des militaires, l'histoire guerrière des femmes, des enfants, des colons, des colonisés, l'histoire militaire des non-combattants. Une histoire transnationale et croisée de la manière dont nos sociétés se partagent un souvenir commun des violences contemporaines. Je reprends. Je pense que nous sommes capables d'écrire, d'entendre, d'enseigner une histoire transnationale et croisée de la mémoire sociale partagée des violences contemporaines. Et j'ai envie de nous dire collectivement, eh bien, chiche. Merci pour votre attention. Je m'arrête là, en tout cas pour la partie monopole de la parole. Et j'amorce un jeûne de la parole. Rosen? Je suis là, voilà. Je reviens. Le temps que je trouve les bonnes commandes. Écoute, Philippe, merci beaucoup. Rien du tout. On n'en avait pas vraiment discuté, mais c'est exactement ce que j'espérais, c'est-à-dire que tu nous as permis de descendre du vélo et de se regarder pédaler. Ouais, ça me va bien comme c'est l'exercice. Pour moi, c'est l'exercice prophylactique par excellence. Et après 7 conférences qui ont abordé les questions, on va dire, dans le concret, dans le vif, ce pas de côté que tu nous as conduit à faire en nous permettant de regarder ça vraiment de l'œil de l'historien. Je ne sais pas ce qu'en ont pensé tous nos auditeurs de ce soir, mais moi j'ai passé un moment extraordinaire et je me suis dit, heureusement que c'est enregistré parce que je sens que je vais me faire quelques petits plaisirs à te réécouter régulièrement. Alors, il y a quelques questions. J'ai la parole, j'en profite, je pose la mienne. Ouais, bien sûr. J'ai trouvé ça passionnant, ton idée de culture de guerre, la société française comme étant une société en prise avec une culture de guerre, parce que je dirais que si on le comprend quand on entend le président Macron dire « nous sommes en guerre » de manière assez intuitive, on se dit oui, quand même, c'est assez culotté, entre guillemets, d'utiliser ce langage ou slogan. Voilà. Donc on se dit tiens, donc on sent qu'intuitivement, s'il le fait, c'est parce qu'il y a cette culture de guerre, mais en même temps, c'est difficile à admettre pour une enfant de la République comme moi, d'être dans une société qui essaie de la culture de guerre. Donc ça m'a beaucoup interpellée. Et puis, du coup, alors je ne sais pas si c'est vraiment le travail de l'historien de répondre à cette question, mais ce que j'ai perçu aussi dans l'usage de cette rhétorique guerrière de l'exécutif, c'est qu'il leur manque la légitimité de ceux qui n'ont pas fait la conscription. Trop jeune, trop jeune. Ceux qui n'ont pas fait la conscription, et du coup, voilà, est-ce que véritablement ça peut fonctionner encore alors qu'on a des populations qui n'ont plus cette relation intime avec l'expérience militaire? Je pense que non, ça ne peut plus fonctionner, Rosen. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit 2 fois, mais trop rapidement. Mais tout ça, je ne l'ai pas écrit, je peux l'envoyer et tu le communiques à tes amis comme tu veux. J'ai bien dit dans le chat. Ça ne peut plus fonctionner, forcément. Alors, je ne sais pas si c'est grave ou pas, hein. J'ai mon opinion, mais bon. Mais du coup, ça ne peut plus fonctionner parce que c'est ce que dit bien Jean-François Chanet. C'est H-A-N-E-T. Je pourrais l'écrire dans le... Bon. Il parle du triptyque école, État-nation républicain, armée. Et ça, c'est une offre cohérente. Pour un Français de 1879 à 1997, eh bien, ce sont les différentes couches qui sédimentent son expérience quotidienne d'être français. Il va à l'école de la République de 6 à 13 ans, puis de 6 à 16 ans, apprendre ce qu'il a à apprendre. Il continue avec cette seconde armée de la nation qu'est l'armée, où il apprend aussi à être à l'heure, à se laver, à manger carné, l'impôt, le brassage que tu sais. Et puis s'il y a lieu sûrement, quand l'événement vient percuter cette tranquillité, il fait la guerre. Et ça fonctionne bien. Le meilleur test de ça,
c'est la guerre 14-18. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont tenu? Il y a deux choses. Il y a tout un tas de choses. S'ils ont tenu, c'est parce qu'ils étaient entre eux, dans la boue des tranchées, à l'échelle d'une demi-escouade, 5-6 gars qui se connaissent depuis leur classe, et qui ne lâcheront pas, non pas pour la Madone, non pas pour la France, non pas, etc., qui ne lâcheront pas parce qu'ils s'estiment protecteurs du gars qui est à côté d'eux depuis 2-3 mois. Voilà. Le groupe primaire de combattants, comme le dit Stéphane Audin-Rousseau. C'est pour ça qu'on tient. Et deuxièmement, ils tiennent, non pas qu'ils soient joyeux, non pas qu'ils sont résignés, parce qu'ils font leur travail de soldats, le travail qui leur a été imprimé, enseigné depuis l'école. Je rappelle à tout le monde que, alors ça n'a pas duré longtemps, parce que les instituteurs bien étudiés par le couple Ozouf ont été un petit peu réticents. Mais je signale à tout le monde que la Troisième République, dès avant Boulanger, avait mis en place les fameux bataillons scolaires qui, à l'initiative de l'instituteur, pendant les récréations dans les cours d'école de la Troisième République, distribuaient aux enfants des manches à balai, des bouts de bois, et leur faisaient faire des exercices militaires dans la cour de récré. C'est ça la culture de guerre, telle que bien inventée par Audouin-Rousseau et Annette Becker. Et ça marque génération sur génération. 20 ans après mise en place là, Verdun, et ainsi de suite. Je signale, pour être très honnête, vous lirez la définition augmentée de la composante haineuse qu'a ajoutée Annette Becker en 2000, que j'ai mise sous vos yeux normalement là. Hein, ouais. Pour être honnête, d'autres historiens, parmi lesquels j'ai aussi beaucoup d'amis, notamment Frédéric Rousseau, qui travaille au CRID à Montpellier, trouvent que la culture de guerre n'explique pas tout. Ils disent, en gros, si les Français ont tenu de 14 à 45 ou jusqu'à présent, c'est parce qu'il y avait la peur du gendarme. Voilà. Donc, ce n'est pas qu'une adhésion, c'est aussi une contrainte. Ces deux écoles d'interprétation là se sont longtemps opposées. Celles et ceux, Stéphane Audin-Rousseau et Annette Becker, je vous entraîne dans les méandres de l'historiographie, mais c'est aussi ça, hein, écrire l'histoire. Avant qu'on l'enseigne, c'est travailler longtemps. Celles et ceux qui pensent que la culture de guerre s'impose comme le plus petit dénominateur commun des Français contemporains, et ceux qui pensent que les Français ont fait la guerre parce qu'on leur a imposé. Ils se sont longtemps affrontés pacifiquement, oui, pacifiquement, mais de façon vive quand même, pour se réconcilier, pour dire que l'un et l'autre fonctionnent ensemble. Voilà. Et ça court jusqu'à nos jours, Rosane. Sauf que oui, tu l'as dit, on va à l'école. On est républicain. Dans le triptyque, hein, là, école, État-nation républicain, armée. On va à l'école. On est républicain. Mais l'expérience personnelle réservée à la moitié de l'humanité, de plus en plus réduite dans le temps. Moi, en 93, c'était 10 mois. L'expérience individuelle du maniement des armes, non pas pour défendre une abstraction, la France, mais des principes, des valeurs, la République, on ne l'incorpore plus. Et ça manque. Et ça, donc, c'est à inventer. Et tout, à mon sens, hein, Rosane, on en a parlé déjà plusieurs fois, toute volonté politique qui voudrait restaurer ces vieilles coordonnées, ces anciennes coordonnées, là, celles du vieux triptyque, serait dans la nostalgie. Il faut faire autre chose. L'esprit de résilience, je ne sais pas moi. Mais revenir à ce temps-là, c'est fini. C'est fini. Et l'incorporéité, c'est pas moi qui parle là, avec ce gros mot là, hein, c'est Nicolas Beaupré. Il parle de l'incorporéité de l'expérience paroxystique du combat. La corporéité de l'expérience paroxystique du combat. On la fait plus, hein, et on la fait pas. Je suis né en 70, c'est ma génération est la première à pas la faire. Jusqu'à mon père y compris, toutes les générations qui me précèdent depuis 1870 jusqu'à moi, 100 ans, ont éprouvé corporellement l'expérience paroxystique des combats. Moi, non. Et j'en suis très heureux. Et j'espère que ça durera pour mes gamins et leurs gamins, etc. Si ça, on l'a pas, eh bien, ce triptyque fondamental-là est caduque. Donc, eh bien, il faut inventer autre chose.
Du coup, il y a une question de Florent qui rejoint un peu ça aussi. Il dit, bon, donc l'exécutif est prompt à utiliser le vocabulaire guerrier, alors l'épidémie, les attaques terroristes, alors qu'il y a quand même une petite partie de la population française qui est en guerre, c'est les militaires qui sont en OPEX. Ah ouais, tout à Pourtant, fait. ça, finalement, c'est plutôt peu évoqué. Mais parce que je suis d'accord, mais je suis d'accord avec Florent, ça ne m'étonne pas, ça ne t'étonne pas, Florent, je suis d'accord. Je pense que pour faire martial, c'est-à-dire chef de l'État, pour correspondre au costume, le costume de la 5e, Florent, est toujours déjà trop grand pour ceux qui succèdent à De Gaulle. Sauf peut-être pour son principal opposant, le coup d'État permanent, c'est-à-dire François Mitterrand. Mais le costume, l'uniforme général est trop grand. La consigne a été pensée pour sortir du pétrin de la guerre d'Algérie par un homme pour un homme et circonstances précises. Ensuite, le porter de nos jours en temps de terrorisme ou en temps de pandémie sanitaire, pour pouvoir l'incarner, c'est-à-dire y mettre du corps là encore. Pour l'incarner, personne n'a la carrure. Les circonstances ne sont pas aussi graves. 900 morts par jour pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale. Et quel est le bilan des attentats de 2015 et celui de la pandémie? C'est pas pareil. C'est pas le même niveau d'histoire de tragique. Je dis pas que ce ne sont pas des morts, hein. Mais c'est pas le même niveau d'histoire tragique. Or, la guerre, c'est le tragique dans les travaux et les jours. Et les présidents que nous avons depuis, je crois, le décès de Mitterrand, quelles que soient les circonstances qu'ils ont affrontées, eh bien, n'entrent pas dans ce costume-là. Donc, ils se gonflent pour prétendre être le successeur de De Gaulle à la tête de la Ve République dans des circonstances graves, exceptionnelles, mais pas tragiques. On en appelle à la guerre. On convoque, Florent, la mémoire de cette histoire guerrière-là, cette culture de guerre-là. Les mots le prouvent, Florent. Valls et Hollande, la guerre aux terroristes de 2015-2016, l'actuel chef de l'exécutif en guerre presque personnelle, vous voyez, contre le virus. Et les militaires qui sont engagés sur le théâtre d'opérations extérieures. Henri Rousseau le dit très bien, ça. 62, c'est la fin de la guerre nationale. Comment ça, Henri Rousseau? C'est la fin de la guerre sur le territoire national, 62. Voilà. Les accords d'Évian de mars au 3 et au 5 juillet 62, là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Les Français, depuis lors, ça nous fait quand même un bout de temps, ça, hein. Depuis lors, depuis 20 ans, les Français ne font plus la guerre sur le territoire national. Et ça change tout, Florent. Ils ne se sentent pas convoqués à l'école, dans l'exercice de la République ou à l'armée, dans la défense du sol national. Tu te rappelles, j'ai commencé par Gambetta et la guerre patriotique. Dulce pro patria decorum est. Il est doux de mourir pour la terre des pères. Voilà. Eh bien ça, maintenant, c'est externalisé à coup d'acronymes barbares, alors ou éléments de langage ou du marketing politique, OPEX. C'est externalisé. Et ça, ce n'est pas, on ne peut pas en faire un récit aussi porteur que celui de la première, de la Seconde Guerre mondiale, de la résistance ou quoi. Donc oui, Florent, les militaires que tu connais bien et que je connais un petit peu quand même, les militaires peuvent, en tout cas, je parle pour moi, se sentir, je ne sais pas si c'est le cas, hein, se sentir un peu floué, quoi. De ne pas être incorporé dans cette culture de guerre-là. Oui, tout à fait. Et le décalage est terrible entre de jeunes présidents qui n'ont jamais mis un treillis, qui sont chefs des armées par la Constitution et qui déclarent la guerre à un virus, et ceux qui ont son âge et qui sont des cadres sur le terrain et qui sont requis pour des opérations de maintien de l'ordre en France, perdant la capacité de s'entraîner pour des opérations de défense du territoire national, ce qui est la mission d'une armée, c'est pas la police. Oui, ça fait une césure. Une césure, je pense, éthique, politique, porteuse peut-être de dynamique à inventer. Hein. Oui, ça fait une coupure très nette entre le discours et la réalité. Alors, ça rejoint une discussion qu'on a déjà eue, toi et moi, et justement par rapport à ce qu'il faudrait peut-être inventer pour ressusciter ce triptyque, ça serait la place du SNU. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Voilà. Bien sûr. Est-ce que c'est tentative? Alors là, la question qui est posée, c'est est-ce que c'est une tentative de renouer avec le service militaire? Bon,
Pour ma part, je connais bien le SNU, ça en a la couleur et l'odeur, mais ça n'en est pas du tout. Ouais. Mais peut-être qu'il faut être vraiment adulte et considérer que ce temps de la guerre, moi vous avez compris ma thèse, hein, je pense que c'est l'identité foncière de la façon d'être français à l'époque contemporaine. C'est la guerre. Voilà. Le point premier, c'est pas la culture, c'est pas l'économie, c'est pas les institutions. Le fait social total, comme l'aurait dit Marcel Mauss, le grand sociologue, le fait social total français contemporain, selon moi, et vraiment je peux me tromper, hein, je me trompe souvent, mais ma thèse, ma théorie, celle de mes modestes et humbles travaux, c'est que le fait social total français à l'époque contemporaine, c'est la guerre. La France est en guerre. Voilà. Ça c'est moins porteur, c'est moins le cas. Ce n'est plus le cas. Ce sont des souvenirs du type de ceux qu'on enseigne de manière forcée à nos cohortes d'élèves et d'étudiants, qui sont un public captif. Et le besoin des politiques de se raccrocher à cette légende-là, je le comprends parce qu'elle est encore là, mais la réalité quotidienne n'est plus la même. Donc, inventer quelque chose d'adapté aux attentes sociales de nos contemporains, aux attentes sociales des plus jeunes de nos contemporains, dans leur diversité, en genre. Le genre, c'est le sexe social, c'est-à-dire les jeunes filles et les jeunes femmes qui n'ont jamais fait la guerre. Jamais. Dans leur variété ethno-culturelle. Hein, voilà, tout le monde voit bien à quoi je fais référence, le mouvement actuel là de déboulonnage des statues, etc. S'adresser à ces populations jeunes contemporaines là, de 2020, variées par l'angle du genre et par l'angle de l'ethnie, avec une offre de constitution, d'une participation à la défense de la République française qui est une démocratie, ça requiert de nouvelles façons de faire. Inventer un manifeste de la résilience, peut-être des façons de faire qui soient de moins en moins militaires et de plus en plus civiques, je ne sais pas. Mais revenir à l'idée qu'on va mettre un uniforme, encaserné, etc., si ça ne se fait pas, ce n'est pas que pour des raisons budgétaires, c'est que personne ne veut le faire, parce que tout le monde sait que ce n'est pas ce qui est approprié. Les militaires, qui sont les meilleurs professionnels de la guerre quand même, et les politiques, et nous, qui sommes parents d'enfants, etc., mais c'est pas adapté. Le lien armée-nation, pour aller vite, c'est distendu. Même si l'armée est de nouveau à la mode, à coup de vigipirate, de sentinelle et de résilience, enfin, ceux qui parmi nous, là, ont une culture militaire, ont dû rire un peu jaune quand ils ont vu les reportages à longueur de minutes et d'heures sur le déploiement d'un hôpital militaire de campagne et de l'opération de résilience dans le Grand Est. C'était autre chose, hein, quand même, Dien Bien Phu, les Aurès et le commando Kiefer. Hein. Donc oui, Florent, oui, le militaire est un des instruments régaliens du pouvoir d'État. Mais arrêtez de m'écouter et lisez de Nicolas Rousselier, La force de gouverner. Voilà. Nicolas Rousselier, qui est intervenu l'année dernière dans le colloque du Trinôme, grâce à toi. On ne te remerciera jamais assez. Mais si, non, c'est pas. Vraiment, tout est dit. Tout est écrit. C'est un livre qui fait date, hein, qui est épais. Tout est posé, écrit longuement, 750 pages, qui résume la thèse que j'essaie petitement d'exprimer ce soir-là. En France, on gouverne comme on fait la guerre. Le général de Gaulle n'était pas le pâtissier de Gaulle, hein, ou le prof de Gaulle. Les profs et les pâtissiers, c'est la 4ème République. Les institutions qui régissent les rapports entre gouvernants et gouvernés, là, en 2020, celles qui permettent de prendre des états d'urgence, etc., c'est les institutions voulues par De Gaulle, pour mettre fin à la guerre d'indépendance nationale algérienne. Ça compte, ça. Ceux qui lui succèdent veulent lui ressembler, mais ce n'est pas les mêmes circonstances. Et ils n'ont pas le même tempérament. Mais du coup, tu m'as coupé la parole au moment où je disais que, grâce à toi, nous avions entendu Nicolas Rousselier l'an dernier, que c'était l'occasion de te remercier pour ton action au sein du conseil scientifique du Trinôme académique. C'est bien normal. Oui, mais en fait, en lien avec tout ce que tu viens de nous dire ce soir, il y a quand même une connaissance de ces questions qui est assez extraordinaire, et je ne te remercierai jamais assez pour le brillant exposé que nous venons d'entendre. C'est un plaisir.
écoute, en tout cas, le plaisir, moi, je l'ai eu. Peut-être que certaines ou certains voudraient poser une dernière question. N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Parfois, il est plus facile de prendre la parole. Nous avons largement dépassé le temps imparti. Mais Désolé. Ah non, non, mais alors là, non. C'est tellement bien que moi, ça peut durer toute la nuit. Après, c'est toi qui vas être fatigué. Non, mais je n'ai que cours. Hein. Je n'ai que cours en Cagne demain à 8 heures. Ça va aller. Voilà pourquoi. Est-ce qu'il y aura une question? Bon, bah écoute. J'insiste, hein, j'ai tout ça dans des développements un peu écrits. Si certaines et certains veulent aller plus loin et pour lire et ensuite ne pas être d'accord et discuter, aucune difficulté, via Rosen, vous me contactez, je vous adresse tout pour une libre exploitation. Alors, c'est ce que j'ai mis dans le chat justement parce qu'il y avait des questions qui méritaient un nécessaire développement. Donc, je pense que tu vas être contacté. Parfait. Voilà, de toute façon, on retrouvera ta conférence en ligne, comme je disais tout à l'heure. Et puis, merci de clore avec autant de brio ce cycle de conférences. Alors, parmi nos auditeurs ce soir, il y avait des personnes qui, comme je disais tout à l'heure, ont suivi tout le cycle. Alors, on l'avait mis au profit de l'entrée de montagne, c'est-à-dire des soldats blessés en opération. Donc, n'oubliez pas si vous pouvez faire un don pour eux. Et puis, autrement, avant de terminer, jeudi soir, nous avons une dernière conférence qui n'a strictement rien à voir pour le coup. Et pourtant, c'est le maire de Voiron, Julien Paula, qui nous parlera de l'action d'un élu dans la crise. Et du coup, je vais employer ce vocabulaire guerrier qui a été usité ces dernières semaines, c'est-à-dire un homme en première ligne. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. À bientôt, j'espère.